beau jingle. Pas mal. Bonsoir à toutes et à tous. Cécile. Bonsoir tout le monde. On est vraiment super heureux d'être là, mais vraiment. Ah, on a réussi. Ouais. C'était ric-rac, mais on a réussi. Ouais. Bonsoir à vous qui êtes dans la salle et qui avez bravé les conditions sanitaires. Le fait qu'on ait annoncé qu'il n'y ait pas de cocktail final, je vous félicite parce que souvent on en perd en cours de route. Encore plus. Cécile Semeriva, directrice de l'innovation de Citeo, sous vos applaudissements. Voilà. On va chauffer un peu. Bon, on sort d'un comité de sélection. Cécile, deux mots. Un comité engagé, un comité extrêmement énergique, pas toujours d'accord. Ça a été extrêmement compliqué de départager les projets. Quoi qu'il en soit, on aidera l'ensemble des finalistes. Oui. Mais on a dû choisir. Il faut dire que les 12 lauréats sont lauréats et que les projets sont magnifiques. Et que 8 vont rentrer dans l'accélérateur, mais on sait que Citeo va continuer à les aider. On va voir ça pendant cette belle soirée. On va entendre des intervenants d'exception qui sont là. Merci de leur présence. Et puis, on devait avoir Bérangère Abba, qui est secrétaire d'État en charge de la biodiversité, mais elle a tenu à partager un message avec vous. On l'écoute. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être un peu avec vous ce soir pour cet événement de présentation de la promotion 2022 du Circular Challenge organisé par Citeo. L'économie circulaire, c'est l'un des piliers de la société que nous voulons, une société plus résiliente, où gaspiller des ressources ne sera plus la norme, où fabriquer, consommer et jeter ne seront plus indissociables, une société de la sobriété, du réemploi et du recyclage. Cela va beaucoup plus loin que les modes de gestion de nos déchets, c'est l'éco-conception même des produits qu'il nous faut revoir. Il nous faut transformer nos modes de production, nos modes de distribution, nos modes de consommation. Et c'est à la lumière de ces changements transformateurs qui sont nécessaires que le challenge organisé par Citeo va permettre de faire émerger l'innovation dans tous ces secteurs. Nous menons tous le même combat contre les pollutions plastiques dans nos rivières et nos mers qui étouffent les espèces aquatiques et détruisent les habitats. Nous luttons contre les déchets abandonnés en forêt qui défigurent nos milieux. Nous luttons contre la consommation de ressources et d'énergie pour produire puis détruire des déchets qui polluent notre environnement. Aujourd'hui, alors qu'on estime que 100 000 mammifères marins meurent chaque année de la pollution plastique dans les océans, si nous ne faisons rien, d'ici à 2040, la production plastique pourrait doubler et la quantité de plastique qui finit dans l'océan chaque année pourrait tripler. La biodiversité est en danger, clairement, les ressources naturelles s'épuisent, le réchauffement climatique s'accélère, et c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour demain avant qu'il ne soit trop tard. L'État accompagne ceux qui agissent. Les moyens mobilisés par le ministère de la Transition écologique atteignent des niveaux historiques, notamment en matière d'économie circulaire. Le Fonds économie circulaire de l'ADEME, qui est maintenant doté de 164 millions d'euros par an, vise à orienter les comportements des acteurs et les investissements, conformément aux objectifs fixés par la politique nationale, avec une priorité très forte à la prévention et au recyclage. Nous disposons également des moyens sans précédent du plan France Relance, qui sont directement dédiés à l'économie circulaire sur la période 2020-2022, avec deux grands axes stratégiques qui sont développés dans ce cadre. D'abord, l'investissement dans le réemploi et le recyclage, notamment pour favoriser l'incorporation de matières plastiques recyclées, investir dans la réduction, le réemploi ou le développement de solutions de substitution au plastique et accompagner la filière plasturgie dans sa transition. Et puis avec la modernisation des centres de tri et de recyclage, le renforcement de la valorisation des déchets. La stratégie d'accélération sur la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux recyclés du PIA 4, qui est doté de 370 millions d'euros sur la période 2021-2027, doit nous permettre également de tenir ces objectifs. Cette stratégie, elle est de développer une offre de matières premières de recyclage qui soit capable de répondre en quantité et en qualité aux besoins du marché et d'en favoriser l'utilisation en France. Son périmètre concerne toute la chaîne de valeur du recyclage, de la conception, la collecte, le tri, au démantèlement et à la préparation de la matière et de la réincorporation. Les matériaux visés sont des plastiques, les textiles, les papiers, les cartons, les matériaux composites et les métaux stratégiques. Toutes ces étapes de l'innovation sont concernées, la recherche académique, la mise en place de pilotes, le passage à l'échelle industrielle, sans oublier évidemment le volet de la gestion des compétences et la formation. Et puis pour finir, un volet important du plan d'investissement France 2030 sera dédié au recyclage des matériaux avec un budget de 500 millions d'euros.
Cette action du gouvernement et du Parlement, elle a aussi permis de rénover notre cadre législatif et réglementaire grâce à la loi AGEC, anti-gaspillage, et plus récemment grâce à la loi Climat et Résilience, avec de nombreuses dispositions qui permettent d'organiser la sortie progressive des plastiques à usage unique, de réduire les emballages ou de développer de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. Après avoir interdit les gobelets, les pailles, les boîtes jetables en plastique, nous avons fixé dans un décret d'avril dernier un objectif de diminution de 20% des emballages plastiques à usage unique d'ici à 2025. La stratégie dite 3R pour réduction, réemploi et recyclage est actuellement en cours d'élaboration. Elle sera publiée début 2022 et pourra être révisée tous les 5 ans. Enfin, nous avons présenté en 2020 un plan zéro plastique rejeté en mer d'ici à 2025 qui comprend 35 actions et qui agit principalement en amont du déversement des déchets en mer. Cette thématique des déchets plastiques sera aussi probablement au cœur des discussions du One Ocean Summit qui est annoncé pour le début d'année prochaine par le président de la République. Il sera aussi très présent dans l'actualité internationale avec un nouveau traité sur les plastiques en préparation dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement dont j'ai l'honneur d'être la vice-présidente. Vous pouvez donc compter sur moi pour défendre cet objectif avec la plus haute ambition. Pour conclure ce tour d'horizon, je voudrais remercier chaleureusement le président, le directeur général de Citeo et toutes leurs équipes. Cette prise de conscience des enjeux liés de biodiversité et d'économie circulaire, elle est aujourd'hui collective et partagée. Citeo l'a d'ailleurs intégrée à sa raison d'être. Merci pour l'organisation de cet accélérateur de projet. Depuis 5 ans que ce challenge existe, vous avez identifié plus de 1650 startups dans 89 pays et accompagné 50 projets. Bravo à vous, je vous remercie pour votre attention et j'adresse tous mes vœux de succès aux finalistes de cette édition 2022. Alors, je vais vous proposer une première séquence où on va parler des grands enjeux de l'économie circulaire. Et là, j'ai un jingle, je crois. Et j'appelle Antoine Fievé, président de Citeo, à nous rejoindre. Monsieur Fievé. Bonjour, bonsoir Gildas. Tenez, mettez-vous là. Antoine Fievé, mettez-vous au milieu là. On nous a fait un rond. Ah bien. On nous a fait un cercle. Alors, Antoine Fievé, vous êtes nouvellement président de Citeo. Je suis ravi très récent, d'avoir oui. Très récemment. Vous êtes président-directeur général du groupe Bell. La première question que je voulais vous poser, c'est vous avez déjà beaucoup de travail, non? Qu'est-ce qui vous a pris? Oui. Non, mais c'est une bonne question, un peu peut-être. C'est une bonne question. D'abord, je voudrais présenter mes excuses à la salle parce qu'il se trouve que Bérangère Abba est demain dans le Jura en train de visiter une de mes usines. Donc, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. Mais en tout cas, il y a du favoritisme. Je suis probablement un petit peu coupable. Alors, vous avez raison. La présidence et la direction générale de Bell, c'est un challenge. Cela étant, comme dans toute bonne entreprise familiale, je dirais que nous avons réfléchi à la transition et voilà, je quitterai mon poste de direction générale en mai, puisqu'une jeune femme va prendre ma place. Et donc, je dirais que j'ai un petit peu anticipé les 2 mandats, je dirais, qui aujourd'hui, effectivement, encombrent un agenda qui est déjà très, très chargé. Cela étant, je vous promets de me consacrer corps et âme à la cause avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'enthousiasme en mai. Mais pourquoi Citeo et pourquoi cette mission, pour être plus sérieux? Écoutez, moi j'ai toujours considéré que l'entreprise était un outil formidable au service du bien. Et chez Bell, je suis très fier de ce que l'on a fait en termes de responsabilité. On a construit, je dirais, notre stratégie, nos actions pour essayer de réfléchir à l'impact que l'on pouvait avoir. Et ce qui m'a frappé, en fait, quand on m'a gentiment proposé ce mandat, c'est d'abord la dimension de sens. J'essaye d'occuper mon quotidien avec des choses qui donnent du sens et ça c'est important pour moi. La deuxième chose, il y a chez Citeo une démarche que j'ai conduite chez Bell et cette démarche c'est la prise en compte de l'écosystème. Donc bon, on va pas rappeler, je vais pas paraphraser ce que disait Bérangère. Cela étant, il y a des enjeux considérables qui nous attendent. Cette génération découvre, je dirais, pour la première fois, malheureusement,
elle se retrouve dans une situation d'urgence. Et cette situation d'urgence, je dirais qu'on a la responsabilité de faire quelque chose. Alors, évidemment, à titre individuel, ce sont toujours des petites gouttes. Mais voilà, ma goutte à moi, c'est la façon dont je conduis mon entreprise. Et puis effectivement, ce mandat que j'ai accepté, et je découvre non seulement une équipe extrêmement compétente, engagée, enthousiaste, motivée, enfin ils sont juste incroyables. Il y a beaucoup de demandes, il y a un calendrier qui est extrêmement chargé. Donc voilà, tout ça m'a conduit à essayer d'apporter ma petite contribution et un regard peut-être différent pour accompagner ce beau projet. Merci Antoine. Cécile, vous êtes directrice de l'innovation. En 2 mots ou en 2 minutes, ça recouvre quoi l'innovation chez Citeo, dans l'organisation chez Citeo, elle est partout, d'abord. Et moi, j'ai la charge de travailler sur l'open innovation avec les entrepreneurs du changement qui sont dans la salle, plutôt par là-bas. Et concrètement, c'est travailler sur l'innovation dans l'économie circulaire des emballages ménagers et des papiers, que ce soit en termes de prévention, de tri, de collecte, de réemploi, de recyclage. Voilà, très concrètement, détecter des solutions, expérimenter ces solutions et les accélérer. Alors l'accélération, on va y revenir tout de suite avec nos lauréats. Quand on parle d'innovation, ça connecte quoi dans votre vision stratégique pour Citeo aujourd'hui? L'innovation, ça devrait être au cœur de toutes les stratégies des entreprises. Enfin, je dirais, on ne résoudra pas les enjeux qui nous attendent sans innovation. Encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est qu'on travaille avec l'ensemble de l'écosystème et des parties prenantes. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a à la fois les industriels, les distributeurs, les territoires, l'État et tout ça. Je dirais, ma première surprise, je vais vous dire, c'est qu'il y a un alignement. Il va y avoir évidemment des discussions, il y a la difficulté, c'est la transition. Vous avez d'un côté l'État qui fixe les règles, l'agrément, les contraintes, des objectifs, on voit, et il faut des objectifs ambitieux si on veut faire avancer les choses. Et de l'autre côté, je dirais, vous avez le reste de l'écosystème qui doit s'organiser, et il n'y arrivera pas si tout le monde, à un moment, ne travaille pas ensemble au service de l'intérêt général. Donc ça, c'est, à mon sens, vraiment important. Mon prédécesseur, Philippe Loïc Jacob, que je salue amicalement, parlait, je crois, de Citeo comme vigie. Ce qui est sûr, c'est qu'un événement comme ça, à mon avis, est clé. D'ailleurs, il considérait le Circular Challenge comme un asset essentiel, je dirais, de Citeo. Je pense qu'il a raison. Parce que être une vigie, c'est d'abord avoir le recul nécessaire, prendre de la hauteur sur ce que l'on fait, sur ce que l'on voit, avoir cette hauteur suffisante. Mais la vigie, elle est aussi en haut d'un mât qui est au centre du bateau. Généralement, c'est le grand mât, c'est celui qui porte la voile. Et je dirais qu'il est absolument fondamental de pouvoir préparer, anticiper, comprendre, rencontrer et stimuler, je dirais, ce pouls de l'innovation. Et je dirais que, en ce qui me concerne, je vais pousser cette dimension-là. Hein. Alors, il y a des discussions en cours, c'est pas l'objet, je dirais, de cette réunion, mais vous pouvez compter, en tout cas, sur moi pour faire en sorte que l'innovation devienne un des vecteurs majeurs au service, je dirais, de nos clients et des collectivités, évidemment. Merci beaucoup. Cécile, juste un mot supplémentaire sur l'accélérateur, parce que depuis 5 ans qu'existe le Circular Challenge, on a des lauréats, on y reviendra tout à l'heure, on a une petite vidéo sur que sont-ils devenus, mais qu'est-ce que c'est l'accélérateur? C'est-à-dire que les lauréats qui vont rentrer dans cet accélérateur, voilà, nous décrire un petit peu. Je décris en 2 mots. Ouais. C'est un accélérateur de projet à impact. Projet, ça veut dire qu'on ne fait rien ensemble, et vous le disiez très bien, on travaille
avec les entrepreneurs, avec les metteurs sur le marché, avec les collectivités territoriales, les opérateurs. Donc on travaille ensemble à créer des projets qui vont scaler, qui vont passer à l'échelle de façon à accélérer la transition écologique et donc l'économie circulaire. Donc concrètement, les entrepreneurs vont entrer pendant 1 an dans cet accélérateur avec du mentorat de la part de PME, des rencontres avec des clients et des territoires, en tout cas du sur-mesure, de la visibilité, un accompagnement financier et évidemment des rencontres avec des investisseurs. C'est formidable. Et ils ne savent pas encore qui est Non, dedans. ils ne savent pas. Merci beaucoup. Merci à à tous les deux. Je vous raccompagne jusqu'à la salle. Vous l'avez très bien descendu. Merci beaucoup. Alors là, je n'ai pas de jingle, mais je sais que j'accueille tout de suite Georgina Grenon et Jean Ornin à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements nourris. Aidez-moi. Merci. Ah bah voilà, bah, je me suis trompé. Allez. Oh là 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 là, je vais me faire disputer pour les règles sanitaires. Je vous installe bien au milieu. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Jean, bonsoir Georgina. Oui, on est ravis de vous avoir. Alors Georgina, vous êtes directrice de l'excellence environnementale Paris 2024. Il paraît, oui. Oui, beau job. Et Jean, vous êtes directeur général de Citeo. Et ce soir, vous nous avez réservé une annonce. L'annonce de la collaboration entre Citeo et Paris 2024. Je vous laisse d'abord peut-être, Jean, nous décrire ce qu'il y a dedans. Volontiers, oui, c'est un scoop. C'est ce soir qu'on l'annonce tous les deux. En fait, Georgina va l'expliquer, et je pense que Tony Estanguet va l'expliquer aujourd'hui. Oh là là, ça y est, je vais me faire discuter. Pas grave. Excusez-moi en régie. C'est le trac, c'est ma première boulette. Comptez-les. On va d'abord écouter Tony Estanguet. Pardon, Jean. Bonjour à toutes et tous. Je suis Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Dans moins de 3 ans, nous accueillerons en France le plus grand événement sportif au monde qui va réunir 15 000 athlètes, 206 nations, 20 000 journalistes, 45 000 volontaires et des millions de spectateurs. C'est une opportunité unique de mettre en valeur le meilleur de notre pays, de notre patrimoine, de notre savoir-faire, mais c'est aussi un défi logistique et opérationnel hors norme. Pour relever ce défi, nous avons à cœur de prendre en compte les nouveaux enjeux de notre société, notamment environnementaux, et de proposer des jeux plus responsables et plus durables. Notre premier engagement pour réduire l'impact des jeux a été de miser sur l'existant, grâce à un concept qui repose sur 95% d'infrastructures existantes ou temporaires. En parallèle, nous travaillons à l'intégration des principes de l'économie circulaire pour toutes les activités des jeux, avec l'objectif de revaloriser 80% des déchets de consommation qui seront produits pendant l'événement. Pour atteindre cet objectif, nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui que Paris 2024 s'associe à Citeo pour travailler notamment sur l'éco-conception et le réemploi des emballages, la collecte et le tri dans les sites de compétition et la sensibilisation du plus grand nombre. Nous sommes convaincus que les jeux sont un horizon commun positif pour le sport, pour la société et aussi pour la transformation écologique. Et nous invitons toutes les entreprises, tous nos partenaires et prestataires à s'engager à nos côtés pour réussir ce pari des jeux responsables. Merci à tous et à bientôt. Sous vos applaudissements. Bon, en tout cas, Tony ne saura pas que j'ai fait une boulette au moment de sa vidéo. Mais je comprends mieux pourquoi vous étiez un peu surpris. Alors, Jean, est-ce que vous pouvez me reprendre la présentation de cette collaboration? Je reprends. Bon, donc ce que vient d'expliquer Tony, et ce que doit faire Georgina, en fait, c'est de montrer qu'on peut faire des Jeux Olympiques, qui est quand même le plus magnifique événement sportif au monde, en préservant la planète. Et ça fait totalement écho à notre raison d'être, à nous, Citeo, parce que tous les matins, nous, on se lève pour imaginer, trouver des solutions pour aider les acteurs économiques, les entreprises et les acteurs en général à pouvoir adapter nos modes de production, de consommation, de distribution à la préservation de la planète. Voilà. Ces ressources, la biodiversité, le climat, c'est ce qui nous anime tous les jours à travers des solutions concrètes, éco-conception, réemploi, gestes de tri, recyclage. Donc la collaboration, c'est que on s'est dit, c'est pas possible qu'il y ait des jeux à Paris en France sans que nous, parce qu'en fait, ça nous anime tous les jours, qu'on soit aux côtés des jeux pour les aider sur ces sujets-là
Et effectivement, je crois que d'ailleurs, dès demain, on sort le premier guide d'éco-conception, parce qu'il y a beaucoup d'emballages sur les Jeux Olympiques. Et donc, on a déjà entamé, on s'est rencontrés il y a 2 ans, et on entame très concrètement cette collaboration à partir d'aujourd'hui. Voilà. Et pour finir, je pense que c'est aussi une question d'énergie. Et Georgina a une énergie formidable. Et on a besoin de ces avancées, on a besoin de ces énergies pour construire, pour aller de l'avant. Et c'est aussi ça, ce sont des rencontres. À toi. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Georgina, pour le COJO, qu'est-ce que ça veut dire cette collaboration avec Citeo? Ça veut dire beaucoup de choses, mais laisse-moi commencer par dire merci. Déjà, merci pour tes mots, c'est vraiment adorable. Et derrière, c'est surtout des équipes incroyables qui travaillent depuis 2 ans. Justement pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Pour nous, l'économie circulaire est fondamentale. Je veux dire, des jeux, imaginez que tout ce qui va se passer à Paris, tout ce qu'a dit Tony, la quantité des gens qui vont venir, la quantité des choses qui vont se passer. La visibilité mondiale de cet événement. Oui, sauf que nous, en tant qu'organisation, on vient de rien. En fait, on commence comme une start-up, on a commencé à zéro. Zéro actif, zéro chose. Donc, on organise ces jeux, et ensuite, on disparaît. On n'existe plus après les jeux. Ça, toi, en tant qu'athlète, tu sais exactement ce que c'est. Donc, on se doit d'être circulaire par nature, par définition. Et c'est ça qui nous a animés à construire un modèle des jeux qui assoit, en fait, ces modèles sur l'économie circulaire, entre autres choses. Mais par exemple, et Tony l'a dit, notre stratégie responsable des achats, donc 100% des achats que nous allons faire doivent être screenés à travers 5 principes, dont le premier, c'est l'économie circulaire. Ça nous force à nous poser des questions du moment où on conçoit des choses, sur qu'est-ce que l'on va faire de ça, de cette matière qui rentre dans les systèmes, qu'est-ce qu'on va faire après. Et ça, on l'a instauré au sein du comité. Donc, les emballages représentent pour nous quelque chose d'important. Pas tout à fait en volume. Ce n'est pas le volume le plus important, mais ça constitue un volume visible, peut-être le plus visible de tout ce qu'on va générer. Alors, on s'est doté d'un objectif très ambitieux, c'est celui de valoriser 80% de ce que nous allons générer comme déchets et sur nos sites, déchets de consommation. C'est énorme. Jamais cet objectif n'a été atteint. Donc, pour ça, c'est un peu comme les athlètes. Vous savez, on s'inspire aussi des athlètes, de ce que les athlètes sont capables de faire, de se mettre à l'obsession d'un record. Mais pour ça, il faut s'entourer. Il faut s'entourer des meilleurs, il faut travailler avec les meilleurs, comme des coachs qui nous guident, qui nous expliquent, qui nous aident à nous surpasser. Et la collaboration avec Citeo est un exemple. Cette collaboration va nous permettre d'aller au-delà, et les guides qu'on va partager, c'est les premiers un peu bébés de cette collaboration, parce qu'on souhaite donner des guidelines, des aides à tous ceux qui vont développer les produits Paris 2024 sur comment éco-concevoir ces emballages. Et on espère que cela va nous aider, mais aussi va aider l'écosystème à aussi se surpasser et surtout à nous accompagner. Nous, tout seul, on ne peut rien faire, vraiment. On dépend de la bonne volonté, de l'envie et des énergies, des innovations de tout notre écosystème pour livrer ce que nous allons livrer. Oui, en fait, vous allez vous appuyer donc sur les experts de Citeo. On parlait, juste avant de monter en scène, de la consommation mobile, qui est un vrai sujet aujourd'hui dans la société. Vous voulez réagir, Jean, là-dessus? Oui, ce qu'on appelle la consommation nomade ou hors foyer, qui se développe de plus en plus. Qu'on retrouve dans ces grands événements. On la retrouve, il y a des milliers de gens qui consomment et pour lesquels on doit trouver les solutions adaptées à la préservation de la planète. Donc ce sera un peu aussi notre boulot de les aider à atteindre ces objectifs. Et Jean, vous qui êtes un sportif de haut niveau, ça veut dire quoi un événement sportif de cette taille-là? Qu'est-ce que ça évoque en termes de sensibilisation des citoyens, des jeunes, de tous ceux qui vont regarder ce moment au service de l'économie circulaire? Ouais, c'est en fait, pour ça, moi, je suis très fier de cette collaboration parce que
quel vecteur extraordinaire de mobilisation du monde entier, des jeunes. Et on sait qu'on a besoin de mobiliser sur nos sujets. On a besoin d'embarquer du monde. Et les jeux, c'est quand même un vecteur d'universalité, pardon. C'est un vecteur de citoyenneté, d'appartenance au même monde. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est absolument fantastique de pouvoir porter cette ambition que vous portez, qui est encore une fois de montrer qu'on peut faire des jeux et des jeux qui sont respectueux de la planète. Et j'y accorde personnellement effectivement une grande importance. Georgina, vous voulez compléter sur ce point-là, sur l'exemplarité des jeux et de ces événements sportifs et du sport en règle générale? Écoutez, on n'a pas été les premières à y penser. Je veux dire, il y en a d'autres événements sportifs ou pas d'ailleurs, festivals qui travaillent, qui ont fait des progrès énormes. Et au niveau des jeux, il y a d'autres jeux qui ont fait aussi des progrès énormes. Les Jeux de Londres, par exemple, c'est vraiment l'exemple à suivre. Mais à l'échelle dont on parle, je veux dire, notre échelle, on a essayé vraiment d'aller plus loin, de créer aussi une nouvelle méthode. Vous dire que aujourd'hui, par exemple, vous souhaitez réduire vos impacts, la première chose à faire, c'est de comprendre, en fait, quel est votre impact. Et ça, on a entrepris justement d'aller chercher, d'aller comprendre quelle pourrait être l'empreinte matière des jeux. Donc nous sommes allés compter, estimer. Imaginez ce que ça fait à l'échelle des jeux. C'est énorme et ce travail n'avait jamais été fait. Donc cette méthode nous permet aujourd'hui d'avoir estimé, certes, on saura à la fin, mais d'avoir une estimation de tout ce qui va rentrer dans les systèmes afin de pouvoir savoir et pouvoir travailler à la deuxième vie de chaque chose. Et ça va vraiment de la construction jusqu'à la balle de tennis que vous verrez à Roland-Garros. Donc c'est à ces niveaux-là. Et cette méthode, on espère déjà que ça va nous servir, mais aussi que ça va inspirer peut-être d'autres aussi. Oui, c'est peut-être ça que vous laisserez aussi après ces JO. Vous laisserez des nouveaux guides, des nouvelles pratiques, une nouvelle sensibilisation et sensibilité des publics. Voilà, ce qu'on appelle l'héritage durable des jeux, ce qu'on espère laisser derrière et inspirer de nouvelles pratiques. Félicitations et merci beaucoup d'avoir annoncé cette collaboration au Circular Challenge. Merci aux équipes. Merci beaucoup aux équipes. J'ai le droit de dire un mot? Oui. Juste de remercier les équipes de Citeo, Antoine, Cécile, Anne-Sophie, toute l'équipe qui permettent que cet événement ait lieu et aussi qui nous ont donné cette occasion de monter cette collaboration. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Georgina. Alors, je ne sais pas très bien qui je rends ces micros, à vous monsieur, et je vais tout de suite commencer une nouvelle séquence pour parler d'économie circulaire en pratique. Et là, je sais qu'il y a un jingle. Alors, on a parlé des grands enjeux d'économie circulaire. Pour parler de l'économie circulaire en pratique, telle qu'elle s'incarne dans les entreprises, telle qu'elle se vit dans l'innovation du quotidien, dans le monde économique, on a eu envie de recevoir Bertrand Piccard, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bertrand. On est absolument ravis de t'avoir avec nous, Bertrand. Je me permets de te tutoyer. Je voulais juste dire que le fait d'avoir débattu à notre comité de sélection avec l'ensemble des membres du jury a été une expérience formidable. Mais je te laisse, c'est ton keynote. Merci. Merci Gildas et bonsoir à tous et à toutes. C'est vrai que j'adore ces grandes célébrations de l'innovation. Et Gildas faisait allusion tout à l'heure au débat du jury. C'était incroyable de suspense, de savoir après chaque délibération quelle était la solution suivante qui viendrait, quel était le nouvel entrepreneur, quelle était la nouvelle invention. Et on a eu un crescendo comme ça avec des pépites magnifiques que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais quand on parle d'innovation, parfois c'est quelque chose de très abstrait. Et j'aimerais bien recadrer un peu l'innovation dans un contexte général. Le premier avion qui a volé en 1903, qui a été considéré comme une innovation incroyable pour l'époque, était fabriqué avec du bois et de la toile. Ce qui veut dire que les Égyptiens
auraient pu voler il y a 5000 ans du sommet de leur pyramide. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait parce que c'était interdit par la mythologie. Il n'y avait que les dieux qui avaient le droit de voler. Et quand Léonard de Vinci, au moment de la Renaissance, a fabriqué des maquettes d'avions qui auraient pu le porter dans le ciel, il n'était pas assez fou pour essayer parce qu'il aurait été torturé et brûlé par l'Inquisition et par l'Église. Donc on voit qu'en 1903, ce n'est pas une invention technologique qui a permis de voler, c'est un changement de paradigme psychologique. Et ça montre que l'innovation, finalement, ce n'est pas une nouvelle idée qu'on a, parce que l'aviation, c'était un rêve millénaire dans l'histoire de l'humanité. Non, l'innovation, ce n'est pas une nouvelle idée qu'on a, mais c'est beaucoup plus une vieille croyance qu'on abandonne. Et à ce moment-là, on a l'esprit et le cœur suffisamment vides pour pouvoir accueillir quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui concerne la protection de l'environnement, c'est exactement la même chose. Il faut changer le narratif, il faut abandonner les vieilles idées, les vieilles croyances. Et quelle est la vieille croyance la plus difficile à faire passer en ce qui concerne l'écologie? Eh bien, c'est que pendant très longtemps, on nous a dit que l'écologie, c'était quelque chose de cher, quelque chose de rébarbatif, qu'elle allait demander des sacrifices. Or, on pourrait peut-être changer ce narratif et se dire que l'écologie va au contraire créer des emplois, permettre un développement industriel tout en protégeant l'environnement, en changeant notre manière de fonctionner. Et j'ai un exemple comme ça qui est resté gravé en moi depuis que j'ai 6, 7, 8 ans. C'était dans les années 60. J'allais toutes les années en vacances dans un ravissant petit village dans les Alpes suisses. Et c'était l'habitude à l'époque d'aller jeter dans un virage d'une route qui montait sur un col, jeter toutes les ordures, tous les déchets. Tous les habitants du village prenaient leurs déchets et allaient les jeter là. Et ça puait, ça fermentait, ça fumait, c'était absolument répugnant. Et tout le monde le faisait parce que c'était normal. Donc vous voyez d'où on vient quand on parle d'économie circulaire. Mais pourquoi est-ce que les gens ont arrêté de le faire? Ben, les gens ont arrêté de le faire parce que c'est devenu interdit. Ce n'est pas tellement parce que la morale a évolué, parce que l'habitude souvent est plus forte que la morale. Non, c'est que c'est devenu interdit. Et en interdisant ce comportement-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y a eu de multiples industries qui se sont développées, une industrie de collecte de déchets, de transformation de déchets en énergie, de recyclage de déchets, de deuxième vie, de troisième vie de déchets. Et on voit que ça a créé de multiples emplois et ça a créé énormément de profits industriels. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on peut très bien arriver à une protection de l'environnement qui est enthousiasmante et qui permet de réconcilier l'écologie et l'économie. C'est ce que j'aime appeler la croissance qualitative. Dans la croissance qualitative, on arrête de créer de la valeur économique en produisant plus, en consommant plus, en jetant plus et en gaspillant plus, mais on crée au contraire de la valeur économique en misant sur la qualité de l'efficience. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui peut gagner en efficience. L'économie circulaire, c'est un des exemples, mais il faut savoir qu'on devrait être beaucoup plus circulaire dans tout ce qu'on utilise. L'énergie. Mais l'énergie, 3/4 de l'énergie produite dans le monde est gaspillée à cause de mauvais comportements ou de systèmes totalement inefficients. La moitié de la nourriture, la moitié des ressources naturelles, et jusqu'à maintenant, 95% des déchets étaient gaspillés aussi parce qu'on ne les réutilisait pas. Donc on voit que ce terme d'efficience est absolument fondamental parce qu'aujourd'hui, cette croissance qualitative, c'est une croissance de l'efficience. Alors évidemment, il faut décroître la pollution, décroître la démesure, décroître le gaspillage. Tout ça, c'est évident qu'il faut le décroître. Mais on peut très bien croître la création de valeur, croître l'économie en ajoutant l'efficience, avec des nouveaux débouchés, des nouvelles opportunités économiques et industrielles qui sont capables de rassembler, de réunir, de réconcilier plutôt que de cliver. On a beaucoup trop clivé aujourd'hui, beaucoup trop clivé. Et ce n'est pas seulement pour protéger l'environnement qu'on doit avoir une économie circulaire. C'est aussi pour donner une deuxième vie, un deuxième souffle à notre monde économique qui était déjà bien avant la crise du Covid en train d'étouffer parce qu'à devoir produire plus
pour consommer plus, pour vendre plus, des trucs de moins en moins chers, qui gaspillent de plus en plus, ben, il y a un moment où on ne peut plus. On ne peut plus sur le plan industriel, on ne peut plus sur le plan économique, et les consommateurs n'en peuvent plus non plus de devoir systématiquement acheter des choses pas chères, mais de mauvaise qualité. Donc on peut très bien changer ce narratif. Et je pense que c'est extrêmement important de voir qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'industriel, il y a une demande à faire au gouvernement pour forcer l'arrivée de l'innovation sur le marché. Parce que c'est magnifique de promouvoir l'innovation, de promouvoir les innovateurs, de les pousser, de les encourager, de faire des pitchs, de faire des awards, des grants, des magnifiques soirées comme aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si ces innovateurs ne peuvent pas se transformer en entrepreneurs et en industriels, ça ne marchera pas. Donc il faut créer un besoin. Il faut créer une nécessité pour utiliser tout ce que vous allez découvrir tout à l'heure, mais tout ce qui existe dans le monde de l'innovation. Si on garde des vieilles réglementations totalement archaïques, qui permettent de polluer, qui permettent de gaspiller, qui permettent de mettre autant de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, comment est-ce qu'on va changer? On ne va pas changer. Personne ne va changer. Parce que tout le monde va dire « ce que je fais est légal, je suis les règles, je suis la réglementation, donc pourquoi est-ce que je changerais ?» Donc ce que nous devons aussi demander et soutenir au nom de l'innovation et pour que l'innovation trouve vraiment un sens, eh bien, c'est une modernisation du cadre légal. En fait, il faut innover également dans la législation et pas seulement dans la technologie. Ce qui veut dire que l'économie circulaire, ce n'est pas simplement maintenant d'extraire le moins possible, de consommer raisonnablement et de réutiliser, mais je dirais que l'économie circulaire, c'est aussi de créer ce cercle vertueux entre l'État qui met un cadre stimulant l'arrivée de l'innovation sur le marché pour que beaucoup plus d'innovateurs puissent devenir des entrepreneurs et que ces entrepreneurs puissent amener sur le marché ce dont la population a besoin. Parce que nous, comme consommateurs, comme citoyens, nous n'avons pas ce qu'il nous faut pour pouvoir être réellement vertueux. Donc il faut créer ce besoin pour que nous puissions en profiter en tant que consommateurs, consommateurs de qualité, consommateurs d'innovation. Donc c'est une aventure extraordinaire devant laquelle nous sommes. Ne croyez pas ceux qui disent que c'est difficile, parce que les solutions existent. Et on a vu avec la Fondation Solar Impulse, on a plus de 1400 solutions qui sont labellisées comme rentables, comme crédibles, comme existantes aujourd'hui et comme écologiques. Ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est cher, parce qu'au contraire, c'est rentable. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il faudra faire des tas de sacrifices et que ça va être pénible. Non, ça va être enthousiasmant, parce qu'on va pouvoir faire beaucoup mieux en abandonnant des vieilles croyances. Eh bien, nous sommes tous, dans ce sens-là, des innovateurs en puissance. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions innover aussi, nous, dans notre qualité de citoyens, d'individus, dans les familles, et pas seulement dans les hautes sphères. Nous avons tous cette aventure fascinante à vivre, alors vivons-la. Bonne chance. Merci Bertrand. Merci beaucoup Bertrand Piccard. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je me dis qu'effectivement, on a tout sous la main et qu'il n'y a plus qu'à faire. Alors, je vais tout de suite passer à une nouvelle séquence. Il m'a troublé. Et je vais inviter Cécile Desjardins, journaliste des Échos, à prendre ma place sur le plateau avec ses invités. Cécile. Merci beaucoup Gilda. Bonsoir à tous. Alors on va continuer de parler de l'économie circulaire en pratique. On va voir comment on peut faire avancer très concrètement les projets, comment avancer dans ce nouveau monde que Bertrand Piccard vient de nous décrire. On a vu toutes les bases déjà posées à la fois pour les Jeux Olympiques, pour
cet avenir qui s'ouvre à nous, mais très concrètement, comment on fait? Alors, à côté de moi, Léa Gau, vous êtes cofondatrice de ePli, une solution de colis réutilisable et responsable pour le e-commerce. Alors, j'ai vu que vous en avez un sous le coude. Peut-être que vous pouvez nous le déplier là. Je rappelle que vous avez remporté le Grand Prix Innovation du Circular Challenge l'année dernière, donc avec une pochette. Exactement. On a eu la chance d'être lauréat l'année dernière, effectivement avec une solution de colis. Donc il y a le colis lui-même et il y a tout le service qui permet à chaque colis d'être réutilisé. Donc c'est un colis qui a cette forme-là. Et à l'intérieur se trouve une petite pochette dans laquelle on peut replier le colis. Donc la grande pochette revient dans la petite. Et ce sont des colis qui sont pré-imprimés. Le concept, c'est que nous, on fournit les colis aux marques et que les particuliers, lorsqu'ils commandent en ligne, ils reçoivent ces colis, ils glissent les colis dans la petite pochette, ils le glissent gratuitement dans n'importe quelle boîte aux lettres et ça revient jusqu'à chez nous. On est basé au Havre. On les remet ensuite en circulation pour que chaque colis puisse être réutilisé 100 fois. L'exemple même d'une innovation qui a été portée. Vous nous raconterez comment. À mes côtés, Hervé Navlou, vous êtes directeur général de L'Oréal France. Bonjour. Qui porte beaucoup de projets d'innovation. Vous nous expliquerez. Et nous retrouvons Antoine Robichon, directeur général adjoint de Citeo. Bonsoir. Alors, en introduction, peut-être un petit retour. On a parlé des grands enjeux de l'économie circulaire, mais je voudrais vous entendre avec vos mots. Comment est-ce que vous voyez, alors peut-être Hervé pour commencer, quand vous pensez économie circulaire, quels sont les enjeux qu'on a là concrètement à traiter ? D'abord, bonjour à tous, merci. Écoutez, nous, ces sujets de responsabilité de développement durable sont dans le groupe vraiment au cœur de nos priorités. C'est plus un nice to have qu'on fait à côté, c'est devenu totalement central, sachant que la responsabilité pour nous a toujours été un sujet, un enjeu majeur depuis 20 ans. Quels sont les enjeux qu'on a en ce moment? Ils sont nombreux, mais si je reviens sur tout ce qu'on évoque, notamment en matière d'économie circulaire, c'est évidemment d'accélérer l'éco-conception. C'est évidemment, si je parle emballage, c'est de sortir du plastique à usage unique. C'est d'aller vers des matières premières totalement renouvelables pour toutes nos formules. C'est d'accélérer le réemploi. C'est de réduire drastiquement les déchets. C'est de maximaliser la seconde vie des produits. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. L'enjeu qu'on a pour nous, dans une boîte comme la nôtre, on est évidemment une entreprise leader dans notre marché. Pour moi, le plus important, c'est derrière ces actions-là, c'est qu'elles aient de l'impact. C'est pas qu'on puisse en parler, mais surtout qu'elles aient de l'impact, qu'elles fassent bouger les lignes. Et je vous prends un petit exemple. Hier, j'étais dans une centrale de distribution, donc c'est tout frais. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que mes équipes, et là-dedans il y a des cadres, il y a des ouvriers, il y a tout le monde, se cassent les méninges pour trouver des solutions pour effectivement enlever complètement le plastique sur toute la chaîne. Et ils y sont quasiment arrivés. On n'en est pas loin. Et ça, je peux vous dire que ça a de l'impact. Hein. Ça a de l'impact, ça oblige nos fournisseurs à changer, etc. Autre exemple, sur les transports, ils obligent aussi les transporteurs à évoluer dans le transport green. Donc, quand vous mettez l'entreprise en mouvement, quand vous mettez ce sujet du développement durable au cœur, je peux vous dire que ça avance. Et moi, je reprends les mots de Bertrand tout à l'heure, que j'ai trouvé son intervention vraiment motivante et très vraie. Je veux dire, il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut y croire, il faut mobiliser l'interne, mais ça marche. Léa, quand vous avez eu l'idée de ce projet, c'était quoi votre objectif je retourne, les enjeux évoqués par Hervé sont ceux que vous aviez en ligne de mire quand vous êtes lancé? Alors EPLI, c'est typiquement l'expérience d'une mobilisation citoyenne, parce que c'est une vraie expérience de consommateurs, de personnes qui ont simplement envie de trouver une solution à un problème. Une expérience de recevoir des colis trop grands, suremballés, l'expérience de visiter avec mon associée Anne-Sophie l'usine d'un recycleur qui nous montre des piles de carton dont il ne sait pas quoi faire à ce moment-là. Et ça nous fait réagir et on se dit qu'on ne peut pas rester simplement à en parler entre nous et à ruminer et qu'il y a des solutions et qu'il faut simplement les mettre en œuvre. Et nous, notre vision plus largement des enjeux de l'économie circulaire, ça tourne vraiment autour de la notion d'écosystème. Ce projet, c'est 2 personnes à l'origine, c'est énormément de citoyens qui aujourd'hui jouent le jeu
de renvoyer les colis dans les boîtes aux lettres. Et c'est aussi et surtout toutes les personnes qu'on a rencontrées, qu'on a réunies autour du projet. Donc c'est les marques qu'on a été voir et qui étaient prêtes à s'engager. C'est des experts comme Citeo qui nous ont fait rencontrer les bonnes personnes, qui nous ont fait avancer sur des problématiques du recyclage, des problématiques réglementaires. C'est les transporteurs, c'est La Poste, c'est Colissimo, c'est Mondial Relais. C'est toutes ces personnes qui finalement font partie de l'écosystème, alors pour nous du colis, qui permettent aujourd'hui d'avoir un colis réutilisable. Et c'est le fait de mettre autour de la table toutes ces personnes-là avec la conviction que c'est possible et avec le fait de se donner les moyens tous ensemble, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui ont bougé sur le plan légal, sur le plan des offres tarifaires de La Poste, par exemple, des choses qu'on nous disait très très difficiles il y a 1 an et demi lorsqu'on est arrivé avec une idée, qui maintenant qu'on a un peu plus de 120 000 colis en circulation avec des marques qui s'engagent de toute taille en France et à l'étranger, nous montre que c'est possible, que les particuliers adhèrent, que les marques adhèrent, et que si on réunit les bonnes personnes et cette intelligence collective avec différentes expertises et surtout cette vraie envie de faire bouger les choses, il y a énormément de choses possibles. Alors justement, vous parlez de la façon dont les choses bougent. Et Antoine, je voulais vous interroger sur l'évolution de ces enjeux. Alors ça fait, j'ai regardé mes fiches, un peu plus de 10 ans maintenant que vous êtes chez Citeo. Déjà, oui. Déjà, ça passe trop vite. Ça a bougé. Il y a des choses qui ont été réussies, qui ont été finies. Enfin, c'est un chemin long, mais il y a certains enjeux qui sont maintenant un peu derrière nous. Quels sont ceux que vous voyez aujourd'hui qui percent et qui sont plus prégnants ? Bah, ça fait 10 ans, mais disons que le système s'est mis en place pour les emballages il y a 30 ans en France. Donc il y avait quand même cette idée que ces ressources, puisque ce sont des ressources, les emballages, les jeter et qu'ils ne deviennent plus rien, soit les mettre dans un trou ou un peu mieux faire de l'énergie. L'écosystème, déjà à l'époque, s'était réuni pour se dire il faut développer le recyclage. C'est lié à des réglementations. Donc c'est vrai que fixer ses ambitions, c'est ça aussi qui fait bouger les choses. Et puis, le système s'est mis en place, ça prend du temps. Et je pense que ce qui bouge depuis, moi, ce que j'ai vécu ces 10 dernières années, c'est plutôt que les 3-4 dernières, là, on voit que tout s'accélère. On a un enjeu de vitesse qui est de plus en plus présent dans nos consciences. Et ça, c'est génial parce que ça aussi catalyse, je pense, les énergies et cette prise de conscience qui doit être à tout niveau. Hervé, vous parliez des cadres et des non-cadres, des ouvriers. Ces initiatives, elles viennent de tout le monde. Et ce qu'il faut ensuite, c'est faire converger ces bonnes initiatives pour qu'on passe à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous, on constate chez Citeo, c'est qu'il y a plein d'initiatives, et ça, c'est assez extraordinaire. Mais pour avoir cet impact, comment elle passe à une échelle plus grande ? Là, on vous parle de l'économie circulaire, c'est un concept un peu général. On doit faire attention à nos ressources. On parle de la grande conso, quand on est dans les emballages ménagers. C'est 100 milliards d'emballages mis sur le marché chaque année. C'est 5 millions de tonnes. Ça, c'est juste en France. Nos grandes entreprises, elles sont partout à travers le monde. Donc, c'est comment on passe à cette échelle au départ d'initiative. Et là, on va avoir un impact qui sera plus grand. Et donc, c'est faire travailler les gens ensemble. C'est un peu dans les gènes de Citeo. C'est dans les fondamentaux de notre Circular Challenge et de pourquoi on est là aujourd'hui. Et si on a voulu changement de formule vers un accélérateur, justement, c'est parce qu'il y a cette notion de vitesse. Comment on fait maintenant arriver à une taille suffisante pour avoir l'impact de ces innovations ? C'est vraiment ça qui est clé. Et c'est ça que je vois qui a changé ces dernières années. Alors Léa, justement, vous qui avez déjà beaucoup parcouru, quels sont les facteurs clés de succès que vous pouvez aujourd'hui analyser avec un peu de retour ? Vous avez déjà parlé collaboration, il y a plusieurs mots-clés qui sont déjà sortis, mais si on essaye de faire le point sur ces facteurs clés de succès. Oui, alors je pense que nous, la chose qui est primordiale pour nous, c'est la notion de mesure. On a au début du projet voulu mesurer l'impact des solutions qui existaient, donc le carton à usage unique, le plastique à usage unique. On a voulu mesurer, avec des experts encore une fois, l'impact qu'aurait notre solution en prenant la production de nos colis, mais aussi tous les impacts tout au cours de leur vie. Donc je pense que c'est la première chose en tout cas qui est clé pour nous, parce que le succès, c'est large, mais pour nous le succès le plus important, c'est le succès en termes d'impact. Donc on a voulu s'assurer que c'est une vraie bonne idée. Et puis ensuite, cette partie collaboration, on en a parlé, mais elle est primordiale à la fois pour mettre une idée, pour la transformer en quelque chose de concret, mais aussi pour les permettre d'accélérer. Depuis le début, si on a travaillé avec des acteurs de taille relativement importante, c'était pour justement pouvoir la passer à l'échelle le plus rapidement possible.
possible. Et ça, c'était important de mettre les acteurs qui allaient vraiment avoir les colis entre les mains. Aujourd'hui, on travaille avec Cdiscount, par exemple. Donc on est vraiment sur un passage à l'échelle. Et ça, c'est important pour nous d'avoir de l'impact à l'échelle. Et on a construit tout le projet comme ça. Et en termes de facteurs clés de succès, je pense que c'est aussi travailler avec ces acteurs-là et pas attendre d'être trop loin sur le chemin, mais le faire au tout début. Même lorsqu'on a une idée, on n'a pas eu peur d'aller les voir avec un concept. Bravo à eux, parce qu'ils ont été courageux tous, autant qu'ils sont, de nous avoir ouvert la porte alors qu'on n'avait qu'un concept. Mais on leur a mis des prototypes entre les mains. On a fait tester beaucoup de tests. On n'a pas attendu que ce soit tout beau et tout brillant avant de leur mettre entre les mains. Et c'est ça, je pense, qui a fait que ça fonctionnait. C'est qu'on a vraiment collaboré dès le début avec des itérations très rapides, ce qui nous a permis d'aller vite, mais d'arriver sur le marché avec un produit qui répondait aux besoins. Évidemment, on va encore plus loin aujourd'hui, mais toujours avec la même idée de collaborer, d'aller très vite, de tester et d'apprendre au fur et à mesure, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Et puis là, je parle des acteurs professionnels, mais nous, on est un projet qui, par nature, est un projet collaboratif, parce que ça passe aussi entre les mains des particuliers. Et on sent aujourd'hui, si le projet marche, c'est parce que les particuliers adhèrent, parce qu'on a travaillé sur l'aspect ludique, sur le côté facile, sur la récompense aussi lorsque les particuliers renvoient les colis. Mais c'est aussi ce qui fait pour nous qu'une innovation sur le plan de l'économie circulaire, en tout cas, fonctionne. C'est que les particuliers adhèrent, demandent, ils écrivent aux marques, en nous mettant en copie parfois pour demander d'avoir des colis réutilisables. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est que tous les acteurs de la chaîne de valeur adhèrent et en redemandent. Hervé Navelou aussi, c'est la collaboration qui est essentielle pour vous, à la fois en interne, dans un grand groupe comme le vôtre, et avec l'extérieur? Alors, vous demandiez quels sont les leviers ou les facteurs clés de succès. Je crois qu'il y en a, pour moi, il y en a 4. 1, être ambitieux. Vraiment. Être ambitieux et se fixer des objectifs vraiment qui vont bouger les lignes. C'est ce qu'on essaie de faire chez L'Oréal. On a eu un premier projet, Sharing Beauty with All, sur 7 ans, qui a fait bouger les lignes sur nos émissions CO2. On vient d'annoncer un nouveau projet à 10 ans qui va faire bouger les lignes sur la recherche, sur l'éco-conception, sur la consommation d'eau, sur les émissions carbone et dans tous les métiers d'entreprise. Donc être ambitieux. Alors, pour un groupe comme L'Oréal, on le comprend bien, mais c'est vrai aussi pour les... On le comprend bien, mais... je ne sais pas si il faut le faire, quoi. Et c'est pas, il faut ensuite le mettre en place. Donc il y a être ambitieux le premier. Le deuxième, c'est effectivement installer une forme de coopération interne entre métiers, entre entités. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai par exemple 4 groupes de projets là qui réunissent des disciplines très différentes et qui nous produisent des idées, et c'est incroyablement efficace. Mais la coopération, c'est aussi entre nous et nos fournisseurs, c'est entre nous et nos clients. C'est aussi avec tout l'écosystème de start-up qui existe autour de nous. Le troisième, je pense, la troisième clé de succès, c'est la formation des collaborateurs aussi. Il faut vraiment former l'interne aux enjeux de développement durable, leur donner les clés, parce que c'est un sujet beaucoup plus technique parfois qu'il n'y paraît. Et le dernier, à mon avis, la dernière clé de succès, c'est ce que vous disiez, c'est la mesure. On ne progresse pas sans outils de mesure sérieux, robustes, complets. Chez L'Oréal, par exemple, on a aujourd'hui un indice qui mesure l'impact environnemental de chaque produit sur toute la chaîne de valeur, intégrant tous les éléments. Et ça, avec ça, on peut avancer et on se fixe des objectifs de progrès, d'amélioration chaque année. Donc ça, c'est très important. Je voulais revenir sur la collaboration. Je crois que vous collaborez même avec certains de vos concurrents sur ces sujets-là. On a 2 exemples récents. On a d'abord... je parlais de notre outil de mesure d'impact environnemental. On l'a présenté en open source. C'est quelque chose qu'on a développé avec Cantis, ça s'appelle, et on a développé donc la méthode SPICE qu'on a ouverte aussi à nos concurrents du secteur. Et puis très récemment, on vient d'annoncer le lancement d'un consortium aussi pour justement définir une méthode d'affichage environnemental entre différentes entreprises de grande consommation, et pas que d'ailleurs. Et on cherche à vraiment y intégrer le plus possible d'entreprises partenaires pour avoir une méthode là aussi commune, solide, complète et que le consommateur comprenne. Donc vous avez raison, on pousse beaucoup, y compris auprès de nos concurrents. Antoine, peut-être un mot aussi sur les facteurs clés de succès. Vous voyez plein de projets, il y a plein de gens qui se tournent vers vous. Qu'est-ce qui fait que certains vont avancer beaucoup plus que d'autres? Je crois que c'est le dernier point, parce que je partage ce qu'ont dit
Léa et Hervé sur ces grands facteurs de succès, donc je ne vais pas les redire. Mais à un moment, que des acteurs, aussi gros soient-ils comme L'Oréal, partagent avec les autres, c'est ça qui est hyper important. Je parlais du monde de la grande conso. Il y a quand même aujourd'hui pas suffisamment, malgré des très grands acteurs, ils n'ont pas une place suffisante pour embarquer tout le monde. Et donc le fait de partager ces objectifs, partager l'ambition, et à un moment aller plus loin, hein, c'est-à-dire partager là des outils, des bonnes pratiques, les manières de faire, ça va être clé. Et par exemple chez Citeo, je parlais dans nos gènes, on a ce partage-là. Quand on fait de l'innovation, de la recherche et développement, un des facteurs décisifs qui fait qu'on va investir de l'argent dedans, c'est cette volonté du porteur de projet à le partager. Alors effectivement, vous êtes en concurrence, chacun a sa singularité, donc il va falloir garder un petit coup d'avance, donc on peut se laisser 6 mois, 1 an, mais in fine, notre objectif, c'est que si on veut embarquer la plupart, et à un moment, on parle souvent de code de marché, et pour que le consommateur bouge, il faut qu'à un moment, tout le monde s'adresse un peu à lui d'une même voix. C'est là où ce partage, il est essentiel. Quand tu dis co-construire, ça veut dire quoi, Antoine, exactement ? Aujourd'hui, alors ça peut prendre plein de formes différentes. Je parlais d'appel à projet, on peut parler du circulaire, où justement, tout l'enjeu, c'est de mettre en relation des grands groupes et des startups. Et c'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre, hein ? Une fois qu'on s'est mis d'accord sur, on a une problématique à travailler ensemble, c'est de mettre des équipes. Après, c'est du mode projet, ça peut prendre plein de formes différentes. On en invente même des mots. On parle de do tank maintenant. Il y avait le think tank, maintenant c'est le do tank. Parce qu'on veut faire, il faut avoir un impact. C'est toutes ces méthodes-là, mais à un moment, c'est de se dire, ok, on va aborder ensemble le problème. Et encore une fois, on est sur ce partage et on va partager la manière de faire, le chemin pour y arriver. Léa, votre projet, vous l'avez co-construit, alors vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, mais concrètement, il a évolué sous l'influence de certains des acteurs que vous aviez rencontrés ? Je pense qu'il a évolué sous l'influence de l'ensemble des acteurs qu'on a rencontrés, ceux avec qui on a travaillé. Je pense que ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment effectivement de mesurer, mais aussi d'écouter beaucoup et de tester chaque modification qu'on a pu faire sur le colis, sur le service, sur la façon dont on communiquait aussi. Et je pense que c'est ça qui est vraiment riche. Si on prend l'exemple de Citeo et de ce qu'on a pu vivre nous l'année dernière, c'est un bon exemple parce qu'on a vraiment pu travailler sur des sujets qu'on avait un petit peu moins abordés, peut-être notamment sur l'aspect législatif, sur des problématiques techniques autour du recyclage par exemple, sur des notions de business model. Ça, c'est des choses qui ont été extrêmement riches. Et puis un autre exemple aussi, c'est La Poste. Concrètement, quand on a lancé les colis réutilisables en juillet 2020, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc on a utilisé une offre qui n'était pas faite pour ça. 1 an et demi après avoir travaillé avec les équipes de La Poste à différents niveaux, que ce soit vraiment de façon très opérationnelle sur le terrain, mais aussi au niveau de la direction générale qui s'est vraiment impliquée sur ces sujets-là. La Poste française est, je pense, la seule aujourd'hui à avoir lancé, en tout cas à ma connaissance, une offre spécifique pour l'emballage réutilisable. Et ça, je pense que c'est un signal extrêmement fort. Et c'est quelque chose dont on est très fier, à la fois parce que ça fait évoluer notre secteur de l'emballage réutilisable sur la partie colis, mais aussi parce que c'est porteur d'espoir à tous les niveaux, c'est-à-dire que des gros acteurs, des acteurs qui ont un poids extrêmement fort, sont capables de faire bouger les choses et d'avoir énormément d'impact parce qu'ils travaillent avec de petites structures qui montrent qu'il y a un marché, qui elles-mêmes travaillent avec des consommateurs, avec des marques, avec tout un écosystème. Et ça, je pense que c'est un exemple aussi extrêmement concret que les choses bougent, même lorsqu'on les trouvait presque impossibles. En tout cas, on nous l'a beaucoup dit, donc on est très contente que ça bouge. Hervé Navlou, vous évoquiez tout à l'heure les partenariats, enfin le travail que vous faisiez avec des startups ou des gens extérieurs. Est-ce que les tests tels qu'ils sont évoqués par Léa aussi, c'est important dans cette construction de fonctionner en mode test, POC, je ne sais pas comment on appelle ça? Oui, c'est dans le quotidien de ce qu'on fait. Et cette co-construction, moi je pense sur ces sujets-là, elle est fondamentale. On n'a pas, nous seuls en interne,
la vérité divine. Et moi, je crois beaucoup à justement l'ouverture d'un groupe comme le nôtre, à des startups. Je crois beaucoup à la collaboration entre nous-mêmes et nos fournisseurs. D'ailleurs, sur ces sujets-là, on a très régulièrement des journées d'échange. Hein, on n'a pas pu le faire là récemment pour les raisons de la crise sanitaire en présentiel, mais on va le refaire en janvier, où vraiment on leur expose nos ambitions et on partage ensuite notre roadmap. On a besoin aussi de nos fournisseurs pour avancer, c'est vraiment important. Donc c'est de la co-construction. Et puis on investit aussi dans des entreprises comme Carbios, hein, qui est une entreprise qui est en train d'inventer une nouvelle technologie de recyclage bio-enzymatique. On y a cru très tôt, on investit dedans, ils vont faire leur usine pilote justement. Et derrière, si ça marche, ça peut nous permettre d'avoir du plastique recyclé à scale. Et ça, c'est vachement important. Donc c'est vraiment effectivement cette dynamique-là dans laquelle on essaie de s'inscrire et qui est fondamentale pour avancer. Comme d'ailleurs dans tout sujet d'innovation. Antoine, un des sujets, une des façons de co-construire, c'est le do tank. Alors, vous avez évoqué rapidement ça tout à l'heure. Hein. Vous allez dans quelques instants annoncer le prix client du Circular Challenge cette année. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce prix? Et puis, je crois que c'est un do tank, justement. Tout à fait. Alors, le prix client, parce qu'on parle de start-up, mais moi, j'ai à ma gauche un bon témoin. L'innovation peut aussi venir des entreprises qui sont nos clientes. Donc, on veut aussi récompenser ça. Hein, on veut mettre en lumière, et on verra tout à l'heure, les lauréats, tous ceux qui innovent et qui montent des nouvelles structures qui ont ce courage-là. Mais chez nos clients, il y a aussi un terroir d'innovation. Donc, on veut le mettre en valeur. Et le prix, une fois qu'on a identifié, donc il y a un jury qui s'est réuni pour identifier quel serait le lauréat cette année. C'est effectivement un do tank. Donc, je parlais de think tank qui s'est transformé en do tank. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, sur une problématique donnée, donc qui est bien identifiée, on réunit autour de clients qui portent ça les différentes expertises que nous on estime nécessaires pour essayer de résoudre le problème. Alors, on reste modeste. Généralement, c'est pour essayer, quand on dit faire, c'est tester des prototypes et pendant une durée limitée, quelques jours ou quelques semaines, rassembler ces experts pour qu'ils arrivent à passer une étape qui est, une fois que j'ai la problématique posée, de se dire, avec toutes ces expertises, qu'est-ce qu'on peut faire et on va le tester. Et je pense que cette phase de test, elle est hyper importante. On a parlé de partage, on a parlé de co-construction entre différents acteurs de la chaîne. À un moment, il faut aussi, surtout dans la grande conso, il y a le mot conso, qu'est-ce qu'il va adopter le consommateur? Tu parlais comment il va réagir. Hein, dans les grands enjeux de l'économie circulaire, oui, il y a le plastique, il y a sa recyclabilité. Quand on parle de trouver la juste place du réemploi, il faudra aussi que le consommateur, là où il fait son geste de tri aujourd'hui, il fasse ce geste pour remettre dans la chaîne l'emballage. Il n'y aurait rien de pire que cet emballage ou cette pochette, elle reste dans mon placard et que j'en accumule, parce que ça serait extrêmement mauvais pour les ressources. Donc voilà, le prix client, c'est de se dire, l'inno, elle vient aussi des clients, on le teste, on essaie de faire ça en quelques jours, quelques semaines. Généralement, on n'aboutit pas tout de suite, mais ça donne un souffle pour l'étape suivante. En fait, juste un point sur le consommateur, peut-être. Comment est-ce qu'on implique le consommateur? Comment est-ce que vous, qui avez des millions de consommateurs, vous arrivez à l'impliquer dans votre réflexion? Alors, on a déjà, dans les deux, 3 dernières années, mené des campagnes d'information, d'éducation sur le tri. Mais je pense que on doit aller encore plus loin. Mais ça, on s'y emploie vraiment et on est en train de réfléchir à même développer des contenus beaucoup plus poussés là-dessus. C'est vrai que ça fait partie de ce que les marques peuvent faire demain. Hein. Elles communiquent, donc en communiquant, elles peuvent effectivement aussi attirer l'attention du consommateur sur ce changement de comportement qu'il doit opérer. Donc c'est vrai que la formation et l'information du consommateur, c'est quelque chose de très important. Et donc on l'intègre beaucoup, mais le plus important étant déjà de nous-mêmes lui apporter aussi de quoi le faire, donc d'accélérer et d'avancer sur tous ces sujets d'éco-conception, de green science, etc., etc. Sans oublier qu'on est tous des consommateurs aussi à un moment. Bien sûr, on peut y croire. Bien sûr. Et juste pour compléter, ce que
parce que Bertrand aussi en parlait tout à l'heure, je crois que le gouvernement ou les autorités ont, à mon avis, un rôle d'incitation, enfin de définir un cadre. Mais au fond, moi, je crois personnellement que les choses vont beaucoup plus bouger par le biais des entreprises. Parce qu'on parle à ces consommateurs au quotidien et parce que je pense que ça y est, les entreprises ont compris que l'enjeu est là. Et donc moi, je crois beaucoup à de vraies avancées via l'innovation demain dans ce domaine-là et via les entreprises. Ça, j'en suis convaincu. Alors, on va dans quelques instants lever le voile sur le nom du prix client de cette année. Mais pour terminer cette table ronde, en conclusion, j'ai envie de vous demander quel est votre message fort. S'il faut retenir qu'une chose, Léa. Moi, je rebondirais sur le dernier point qui est abordé, et notamment sur la partie consommateur. Nous, c'est vrai que c'est au cœur du projet. On communique énormément avec les marques vers le consommateur. Toutes les mesures d'impact, on a fait l'effort et on travaille énormément là-dessus pour les rendre compréhensibles, très très concrètes pour le consommateur final, et on essaye de passer les messages les plus clairs possibles parce qu'on est persuadé que comprendre c'est essentiel pour que les gens agissent. On communique donc sur l'impact, on communique notamment sur le taux de retour que vous mentionnez, effectivement c'est capital pour nous. On a 90% des colis aujourd'hui qui sont renvoyés, donc c'est aussi un bon signal, c'est que ça marche, les gens choisissent de recevoir un colis pli, c'est toujours en option, donc ça implique qu'on a besoin de communiquer pour que les gens connaissent, que les gens comprennent, mais c'est aussi ce qui nous permet d'avoir l'impact au rendez-vous. Donc je pense que le point capital pour moi ce serait d'embarquer, et qu'embarquer le plus grand nombre aujourd'hui, ça passe par de la communication, ça part par l'expérience et ça passe par des preuves de l'impact aussi, et c'est ce qu'on essaye de faire, et les chiffres montrent aujourd'hui entre le taux d'adoption de 88% sur les sites internet et le taux de retour de 90%, que les gens sont prêts à agir, et je pense que c'est un signal très positif, donc je conclurai là-dessus. Et moi je rajouterais, tout à fait d'accord avec Léa. Vous demandiez ce qu'on faisait aussi en matière d'éducation du consommateur. Un des sujets très concrets sur lesquels on travaille, c'est lui donner un affichage environnemental sur nos produits, lui donner un score d'impact environnemental de nos produits lisible, compréhensible. Et donc on a déjà fait les premiers tests sur une marque comme Garnier par exemple. On est en train de mettre ça au point, mais ça fait partie effectivement de la transparence et de l'information qu'on doit lui donner et qui va l'aider aussi demain à faire ses choix et à changer de comportement. Antoine, s'il fallait retenir qu'une chose. C'est dur ça. Bon, on l'a dit, hein, c'est penser écosystème, c'est-à-dire que toutes les boîtes ont fait soit un produit, soit un service. Il faut tout de suite se dire, je ne suis pas que concentré sur ce produit ou service, mais je pense tout de suite son impact. Et ça doit être dès le départ et c'est clé. Et si je peux rajouter quelque chose, Bertrand tout à l'heure parlait de l'importance de l'ambition des réglementations. Hervé, Léa montre que les entreprises elles font partie de la solution, j'en suis convaincu. Je pense qu'un de nos challenges, si on veut vraiment être une échelle très importante d'économie circulaire, mais comme dans plein d'autres choses, ça va être aussi le changement des comportements, hein, pour avoir ces 90% de taux de retour. Alors souvent, c'est des gens les plus sensibles au départ qui se lancent là-dedans. Il faut qu'on améliore aussi notre compréhension de comment en société on peut changer les comportements. Ça va être ça le nœud du problème si on veut passer. Nous, dans notre quotidien, on est aujourd'hui à 70% de taux de recyclage. Si vous voulez qu'on aille à 90, 100%, ces derniers mètres là, ça va être les plus durs. Et donc il faut qu'on arrive aussi à faire évoluer tout le savoir qu'on a sur les sciences comportementales pour nous aider à craquer ces derniers mètres. Ça me paraît hyper important dans les enjeux d'avenir. Hervé, le mot de la fin. Il faut y aller, il faut accélérer en tout cas. Ça je suis convaincu de ça. Et je pense aussi que sur ce sujet-là, la culture d'innovation va être déterminante. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu que ça va bouger, hein, notamment tout ce qui est plastique recyclé, etc. Ça va venir. Ça y est, c'est en marche. Donc il faut y aller. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. On reste, je regarde Antoine, parce que là, c'est quand même déjà un premier moment d'annonce. Il y en aura beaucoup tout à l'heure. Mais là, déjà, très officiellement, je vous demande qui est le gagnant du prix client
cette année? Eh ben, c'est Brioche Pasquier qui remporte le prix client. Anthony. Bravo Anthony. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors bonsoir, Anthony Thuot, merci de nous rejoindre sur scène. Anthony, vous êtes directeur général de l'activité biscotte chez Brioche Pasquier. On fait de la biscotte aussi. Et chargé de la politique RSE du groupe. Exactement. Alors Anthony, peut-être un mot sur votre projet, et j'ai envie de dire que vous n'êtes pas venu les mains vides pour nous parler de ce do-tank. Bah non, le meilleur moyen de vous parler du projet, c'est de vous montrer. Hein, peut-être certains d'entre vous connaissent Pitch, le goûter pour les enfants. C'est 1 million de Pitch qui sont consommés par jour, donc c'est pas rien. Et en fait, l'ambition que nous avons, c'est vraiment, puisque aussi les consommateurs nous le demandent, c'est d'abandonner nos vieilles croyances également et de supprimer au maximum le plastique sur l'emballage qui regroupe les pitchs individuels. Hein. L'objectif là, ça va être de diminuer. C'est quoi le cahier des charges que vous allez donner aux membres du do-tank? Des équipes très enthousiastes que je remercie d'ailleurs de Brioche Pasquier, Corinne, Marie qui sont là. Je crois que l'ambition que nous avons, il y a énormément de volonté en interne pour bouger ça. Et la volonté aussi, c'est de s'ouvrir parce qu'on ne peut pas rester que entre nous. Et donc, cette opportunité qui nous est donnée par Citeo pour imaginer un autre concept, donc je n'ai pas la réponse encore ce soir, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. Hein, donc autour de l'éco-conception, du recyclage, mais également de la réduction, ça c'est des points qui sont essentiels. Parce qu'il n'est pas là par hasard, ce plastique autour du pitch, et donc ça va être comment on conserve certaines, les fonctionnalités de cet emballage. Tout à fait. Il y a une attente de praticité pour le consommateur, évidemment, qui date de longue date, mais également on a aujourd'hui une vraie attente de nos consommateurs pour qu'on soit plus responsable, hein, et qu'on émette moins de CO2 et puis surtout qu'on diminue notre plastique, quoi. Bravo. Ouais, bravo. Merci et beaucoup. Donc rendez-vous dans quelques mois. J'espère qu'on. Je vous ai pas entendu. Je dis rendez-vous dans quelques mois. J'espère qu'on aura avec plaisir trouvé vraiment des solutions. Merci encore. Vous verrez tous l'évolution. Merci beaucoup. Je vous cherchais des yeux. Il y a une remise officielle que je ne voyais pas. Voilà. Très bien. Le trophée Merci. officiel. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Je vous laisse rejoindre la salle avec et les pitchs et le trophée. Ça fait. Il va falloir vous répartir. Nous allons maintenant nous pencher sur le financement de l'innovation à impact, et ceci en compagnie de Gonzague de Blinière, Marjorie Darcet et Cécile Semeriva. Alors à mes côtés, comme je le disais rapidement, Cécile, je ne te représente pas. Marjorie Darcet, vous êtes cofondatrice et dirigeante de Lixo. Lixo est une start-up qui a été créée en 2019 et qui propose une solution de traçabilité, de contrôle qualité pour la gestion et la valorisation des déchets. On est au cœur de notre sujet. À mes côtés, Gonzague de Blinière. Bonjour Gonzague, vous êtes cofondateur de Raise. L'homme de service, là. C'est important la parité, on fait des efforts. Hein. Il faut toujours qu'il y ait au moins un homme en table ronde, c'est très important. Donc Raise, un fonds d'investissement que vous avez créé avec une femme, donc Clara Guémard bien sûr, autour de 4 engagements: la parité justement, le partage de bénéfices, la mesure de la performance financière et extra-financière, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons, et enfin l'innovation. Vous avez accompagné environ 400 startups, si j'ai fait mes calculs? Dans la fondation que nous avons créée, qui s'appelle Raise Sherpa, dans laquelle d'ailleurs Bertrand est administrateur, on a accompagné 450 startups
de façon philanthropique. Donc c'est quand même pas mal avec des prêts d'honneur. On va peut-être avoir notre 100e prêt d'honneur l'année prochaine. Des prêts d'honneur de 100 000 € à taux zéro, des prêts non dilutifs de 500 000 €, de l'accompagnement, des diagnostics, du tutorat. C'est la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat en France. Alors, pour le financement, vous êtes au cœur de nos problématiques. Vous savez, on le lit beaucoup, on le dit beaucoup, il y a énormément d'argent sur le marché en ce moment. Alors, avant de vous demander ce que vous faites de votre argent, j'ai envie de me tourner vers Marjorie. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Est-ce que c'est facile, alors, de se financer quand on fait de l'innovation à impact ? Alors, c'est plus facile que ça n'était. Mais ça reste, je pense, un petit peu plus difficile que des business models classiques. Quand on voit les très très grosses levées annoncées ces derniers temps, ça reste des business models extrêmement classiques, des business models de place de marché, des marketplaces, des business models de SaaS, très digitalisés en général, ce qu'on appelle asset light, donc sans investissement, sans... Il faut être très tech. Alors, très tech et surtout très software, c'est-à-dire logiciel avec le moins possible de concret. Quand on parle d'économie circulaire, et nous, a fortiori, quand on parle de déchets, on parle évidemment de très très concret. Les déchets, c'est ce qui reste à la fin. Alors nous, en tant que consommateurs, on a tendance à ne plus le voir. Hein, une fois qu'on a mis dans la poubelle, une fois que c'est dans une benne, on ne le voit plus. Nous, notre métier, c'est précisément de s'occuper de ce qui se passe après. Et c'est éminemment concret. Et donc il a fallu, il faut, quand on est une entreprise comme la nôtre, trouver des moyens de se crédibiliser auprès des entreprises, des fonds d'investissement ou de manière générale des structures de financement, et trouver des moyens de se crédibiliser par donc des structures comme Citeo, ou de manière générale d'avoir des sortes de tampons, des sceaux qui nous permettent de se construire et de fiabiliser. Pour aller chercher de l'argent. Pour aller chercher de l'argent. Parce que là encore, les business models qu'on monte sont parfois un petit peu différents. On en parlait avec Ipli, c'est typiquement des business models qui sont assez innovateurs. Et du coup, il faut arriver à avoir un discours un petit peu différent. Gonzague, qu'est-ce que vous allez regarder avant de mettre de l'argent dans un projet à impact ? Bien sûr, avant tout, on regarde les hommes et les femmes et le caractère de ces hommes et ces femmes qui vont gérer et nous présenter un projet qui nous emmène d'un point A à un point B. Mais je voudrais dire un tout petit mot sur, comme on est chez Citeo, sur le recyclage. Dans le monde de la finance, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est du recyclage. C'est-à-dire faire de l'argent avec de l'argent. Et ça, on l'a trop fait pendant des années. Et je pense qu'il est fondamental qu'on définisse, c'est un peu l'idée de RAISE, une raison d'être, et de créer des fonds d'investissement utiles. Alors on peut être utile en partageant, on donne à 50% de ce qu'on gagne, mais on peut être utile avec de l'impact. J'ai eu mon vaccin avant-hier et je suis un peu flou, vous voyez ce que je veux dire, donc vous m'en voulez pas. Courageux, hein. Et donc cette utilité de l'impact dans notre système qui est à peu près 1,5 milliard, nous on a 250 millions dédiés à l'impact. Alors l'impact, tout le monde en parle, tout le monde dit on a un fonds d'impact, tout le monde est à impact. Je pense que la première chose c'est de sentir est-ce que le projet qui est en face de moi est un projet utile. Et si on met avant tout les personnes, les hommes et les femmes qui sont les meilleurs actifs d'une entreprise, c'est ceux qui rentrent chez eux tous les soirs. Si on met avant tout ça, si on met avant tout l'utilité et l'impact que peut avoir le projet sur l'environnement, sur le lien social, etc., après viendra la rentabilité. Donc il y a beaucoup d'argent, mais il y a trop d'argent qui cherche à se recycler. C'est-à-dire à chercher un TRI avant tout. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'utilité du projet. On ne regarde pas que de la tech, on ne regarde pas que l'application iPhone, on ne regarde pas que ça. Je pense qu'on a un mal français en ce moment, c'est que toutes les licornes, c'est un peu de la tech. Nous, on aimerait bien voir sur les 21 licornes qui sont nées en France, une belle licorne à impact fort, peut-être même recyclage, peut-être même industriel, ça serait vraiment génial. C'est pas le réflexe français, mais ça va venir. Donc nous, c'est ce qu'on regarde, c'est l'impact avant tout que l'utilité, le bien commun. Quand c'est un fonds d'impact, c'est sur l'impact. Quand c'est du réinvestissement, c'est l'utilité du projet ou de l'entreprise. Mais pas le TRI d'abord. Parce que si on repart dans cette folie incroyable qui est de recycler l'argent, la finance, le monde de la finance, alors on est mort. C'est la finance qui est avant tout, au départ de tout.
Un projet, il ne se crée que par des investissements. Et si ce monde de la finance ne se transforme pas, on ne va pas y arriver. Cécile, chez Citeo, vous voyez... D'accord, Marjorie? Je suis tout à fait d'accord. Alors, je serais peut-être pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la finance est à la base de l'entrepreneuriat. Il y a un très bon exemple. Hein. Ipli, elles ont été très 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 fortes. Elles ont réussi à faire beaucoup de choses avec peu. Nous, on a un problème technique qui fait qu'on passe par de la R&D et du coup avec des coûts initiaux extrêmement élevés. Mais donc, non, je suis pas d'accord. C'est Cécile qui va trancher. Cécile, vous voyez passer plein de projets chez Citeo. Alors, si ça marche quand on commence à parler. Vous voyez passer plein de projets chez Citeo. La frugalité, c'est une option. Est-ce qu'on peut avoir des projets frugaux? Est-ce qu'on peut accélérer dans la frugalité? Et qu'est-ce qui fait, sinon, qu'on arrive à lever des fonds? Alors, je n'ai pas la solution magique, mais en tout cas, on a vu passer chez Citeo et avec Circular Challenge un certain nombre de projets. Donc, ce qu'on a pu identifier, c'est clair, c'est des projets sur les nouveaux modèles d'affaires qui sont complexes et que tout le monde ne va pas chercher. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de projets, et l'idée, c'est d'avoir un tiers de confiance qui permet, en fait, de dire, OK, techniquement, cette innovation, il y a un vrai besoin. Donc, il y a des experts chez nous, et même partout, qui sont en capacité de dire, OK, cette innovation, elle est robuste, elle correspond à un besoin, et on va pouvoir la faire avancer. Et puis après, il y a la capacité à faire que le tiers de confiance puisse aller faire croiser, par exemple, Marjorie à des clients potentiels et des investisseurs potentiels. Donc le fait que nous, on soit à l'extérieur et en même temps en connexion permet de rassurer en fait un écosystème sur des nouveaux modèles économiques qui n'ont pas encore été éprouvés et qui pour autant sont les modèles de demain. On en parlait avec le consommateur, les attentes des consommateurs, elles sont là, donc il faut vraiment bouger. Oui, Gonzague. Oui. Je veux me mettre d'accord avec Marjorie. L'argent, c'est une énergie. Et quand une start-up va chercher de l'argent pour grandir, je pense que le réflexe de l'entrepreneur, c'est pas de dire je vais faire gagner le plus d'argent à l'investisseur qui vient chez moi. Le réflexe de l'entrepreneur, c'est de dire je veux grandir le mieux possible, sans doute pour faire gagner de l'argent à mon actionnaire, mais pour le bien commun. Donc je pense que, dit autrement, il faut vraiment, vraiment prendre ça comme de l'énergie et non pas comme de l'argent qui va faire une sorte de rentabilité pour son actionnaire. Tu es d'accord avec ça? Ça, je suis d'accord. Alors, là où le porteur de projet et l'investisseur vont se retrouver, a priori, c'est sur la mesure de l'impact. Et c'est quand même un mot qu'on a beaucoup entendu depuis le début de notre soirée, enfin, la table ronde précédente en particulier. Alors, comment est-ce que vous mesurez l'impact? Est-ce que c'est important? Comment est-ce qu'on y arrive? Et là, j'ai envie de vous entendre l'un et l'autre sur cette... Enfin, tous les trois. Mais déjà, là, pour finir ce petit dialogue... La première chose, c'est que c'est pour nous, enfin en tout cas pour Olivier et moi, donc mon cofondateur et moi, ça a été une des priorités dès le début. C'est pas pour ça que c'est facile, parce que c'est hyper multifactoriel. Pour nous, il y a l'empreinte du hardware. Le hardware, c'est des choses qu'on achète principalement, pour certains composants électroniques qu'on achète en Asie. Donc il faut qu'on arrive à rentrer ça dans nos calculs. Donc c'est extrêmement complexe. Mais on a décidé d'en faire une priorité. Et donc là, il y a d'ailleurs un poste ouvert chez nous pour le manager de la mesure de l'impact. J'en profite. Et donc, il y a de plus en plus d'outils. Il y a des outils qui le permettent, des outils gratuits, des outils payants. Il y a des cabinets qui aident. Donc, il y a une vraie effervescence autour de ça. Peut-être qu'on vit à un moment d'ailleurs où il y a une telle profusion que va finir par se faire une sorte de tri parmi des référentiels vont émerger. Mais oui, c'est en tout cas un moment assez excitant, je trouve, de voir autant de forces se mettre en route. Gonzague, la mesure de la performance, ça devient de la mesure à l'impact? Bien sûr, dans nos équipes du fonds d'impact, une partie de leur rémunération est liée à une mesure d'un impact sur lequel il s'est mis d'accord avec l'entrepreneur. Moi, je dirais que, bien sûr, il y a plein de mesures. Il faut être très modeste sur les méthodologies de mesure. On en parle souvent avec Cécile et avec Citeo. Je pense qu'il y a plein de mesures. L'essentiel, c'est de garder toujours la même. Vous savez, moi, j'ai un peu plus vieux que vous.
Les normes comptables, ça change tous les 3 ans, ce qui fait que c'est absolument incomparable à chaque fois. Donc le plus important, c'est que la mesure, on la garde. Quand on garde la mesure, c'est comme ça qu'on progresse. La mesure, c'est le seul moyen de progresser. D'ailleurs, nous, dans notre structure d'investissement, l'une de nos raisons d'être, c'est de mesurer l'impact financier et extra-financier pour pouvoir progresser aussi sur l'extra-financier. Donc il y a plein de mesures. Alors là où je mettrais peut-être en garde les start-upers, c'est que plus c'est payant, soyez encore plus méfiants. Voilà, donc toutes les structures qui vous offrent peut-être de mesurer votre impact en se faisant rémunérer, c'est bien, mais c'est pas parce que c'est cher que c'est vraiment de très bonne qualité. Je vais peut-être me faire quelques ennemis en disant ça, mais je pense que c'est important, en tout cas, de garder toujours la même mesure. Non, mais alors je suis d'accord, hein, c'est pas parce que c'est payant que c'est bien. En revanche, il faut pas tomber dans un simplisme démesuré. Et typiquement, quand on mesure un bilan carbone, par exemple, avoir un truc très simple qui se fait en 10 minutes, enfin voilà, on fait pas un bilan carbone en 10 minutes, on fait même pas un bilan carbone en 2 heures. C'est un travail de longue haleine et un travail, ça se rémunère, ou en tout cas ça se cadre. Et donc voilà, c'est un investissement, peut-être pas tant d'argent, mais en tout cas c'est un investissement de temps. C'est beaucoup plus compliqué de calculer et de mesurer un impact que de mesurer un taux de retour interne sur un investissement. Cécile, ton expérience sur le taux de mesure de l'impact. Oui, alors on va être assez humble. On est en train d'expérimenter avec les 1600 startups qu'on a identifiées un certain nombre d'outils, de tableaux de mesure pour voir quelles sont les plus performantes. Ce qui est compliqué dans ces outils, parce qu'on est en train de se tester en ce moment, c'est comment on compare une entreprise comme celle de Marjorie avec une entreprise comme celle de Anne-Sophie et Léa. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Du coup, on s'est dit, OK, on va redéfinir en fait ce que c'est que la circularité et on va tester petit à petit des choses. Donc, on est en train d'essayer de le faire modestement. Effectivement, je partage. Il y a énormément de cabinets de conseil. Il y a foison de solutions. Donc, on va aller vers, je pense, une concentration petit à petit en ayant éprouvé, en ayant expérimenté. C'est ça aussi, hein, c'est l'innovation dans la mesure. Alors, on arrive déjà, je vois le timer, presque à la fin de notre échange. Je voudrais vous demander, en guise de conclusion, un conseil. Votre conseil à tous les porteurs de projets qui nous écoutent et qui souhaitent se financer, qui ne savent pas forcément par quel bout s'y prendre. Quel serait votre conseil ? Choisissez une structure d'investissement qui elle-même a une raison d'être. Parce que si c'est un fonds d'investissement lambda, c'est un peu dommage. Choisissez des gens avec qui vous vous entendez bien et dont vous sentez qu'ils seront là aussi dans 5 ans. Choisissez des gens qui vous apportent plus que de l'argent, qui vous apportent aussi du contact, du relationnel, qui se mouillent avec vous. Et quand vous commencez à écrire vos packs d'actionnaires et ce qu'on appelle les term sheets de relation, mettez-vous bien toujours du même côté. Faites que vos intérêts soient toujours liés et que vous soyez toujours liés. Voilà. Mais vous savez, je trouve qu'on vit, si je peux me permettre, on vit une période merveilleuse quand même, parce que moi, quand j'ai commencé ce métier il y a près de 40 ans, l'entrepreneuriat n'existait pas. Créer sa boîte, c'était juste bizarre. Aujourd'hui, on a plein de Marjorie qui sont en train de créer des boîtes. Pas assez de Marjorie et peut-être trop d'hommes, mais je dis pas que c'est plus facile, mais il y a énormément d'opportunités en ce moment. Donc, quand on voit, je crois qu'on a levé pour tout ce qui est venture capital depuis le début de l'année, rien qu'en France, alors que les étrangers viennent souvent se servir un peu trop souvent chez nous en France, surtout sur les licornes, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, donc c'est quand même colossal. Moi, je me souviens à l'époque, on parlait même pas de quelques millions d'euros. Donc voilà. Donc choisissez bien votre fonds d'investissement. Vous avez le choix, ce qui n'était pas le cas d'avant. Marjorie, un conseil d'expérience. Oui, je pense que je suis très d'accord. On a de plus en plus, nous, entrepreneurs, le choix. Ça, je pense que c'est assez rare. Alors, j'ai pas 40 ans de tout court, mais du coup, j'ai pas 40 ans de... Sympa. Du coup, j'ai pas 40 ans d'expérience, mais de ma très très faible expérience, on a de plus en plus le choix. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il est possiblement important d'avoir des contre-pouvoirs, même au sein des équipes d'investissement. Alors, pas au sein des fonds, mais typiquement avoir un business angel et un fonds, c'est un très bon moyen d'avoir à ses côtés quelqu'un qui est
non seulement brillant et qui sait calculer des TRI et mesurer l'impact, mais aussi potentiellement quelqu'un qui a monté une boîte, qui s'est peut-être viandé une fois, 2 fois, 3 fois, et puis qui un jour a réussi au point qu'il est capable d'investir dans votre boîte. Et ça, nous, je pense qu'on commence à s'en rendre compte, à voir des gens qui sont passés par les affres de l'entrepreneuriat, qui ont parfois pas dormi la nuit et qui ont dû gérer des boards d'investisseurs. C'est hyper, hyper précieux. Donc, Elle a tout à fait raison. C'est très important d'avoir le contrepoids. Cécile, un conseil, tous les porteurs de projets. Un petit conseil, on a parlé d'objectivation de l'impact. Moi, je vais vous parler d'un petit élément subjectif, c'est la confiance. Voilà, s'il y a une confiance entre un investisseur potentiel et vous, allez-y, foncez. C'est l'humain d'abord. C'est l'humain d'abord. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vous invite à redescendre. Je crois que Gilda est déjà là. Je crois que Cécile. Je réapparais. Merci beaucoup Cécile Desjardins pour l'animation de ces 2 tables rondes. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Je ne sais pas si les entrepreneurs vont bien là. Ah, je sais pas, ça me fait toujours un petit peu de guillis, ça. Alors, on va lancer la dernière séquence de cette soirée, qui est l'annonce de la promotion 2022 avec un petit jingle. Jingle. Voilà, on va recevoir les 8 lauréats qui vont rentrer dans cet accélérateur dont vous nous parliez tout à l'heure, Cécile. Mais avant, on a eu envie de faire un petit temps d'arrêt, faire un petit retour en arrière pour regarder les lauréats des dernières années. Un florilège. Un petit florilège. On y va. On y regarde. Il s'en est passé des choses chez Hippie en un an. De plus en plus de marques nous rejoignent et de grands acteurs industrialisent la solution comme Cdiscount par exemple. Cauzy, c'est la référence de soins cosmétiques en vrac. On a déjà plus de 15 références de soins du corps, du visage. Nous sommes passés de 12 à 23 employés aujourd'hui, 35 d'ici la fin de l'année. Le tout grâce à une levée de fonds de 7 millions d'euros fraîchement bouclée. Eh ben, on leur souhaite le même succès hein, à la promotion 2022. C'est pas fini. Oui, on les a vus année après année, tous ces finalistes, on les voit grandir, c'est formidable. Alors, allez, on y va, on se lance, on va appeler les finalistes qui vont donc rentrer dans l'accélérateur 2022. C'est vous qui commencez, Cécile. C'est moi qui commence. Alors, il ne peut pas être là, pour les raisons que vous imaginez. Il s'appelle Ewald Meyer de BankU et on regarde sa vidéo. G'day, my name is Ewald Meyer, Director for Business Development at BankU. What I'm going to be focusing on today will be our innovation for circularity and our projection into the CTO Accelerator program. So what are the key challenges that BankU solves today? Number one, the lack of transparency in value chains. Number two, the visibility into key data points in these value chains to be able to have an impact. And number three, the difficulty for brands and producer responsibility organizations to prove your compliance and impact in the value chains. With our blockchain platform, brands and PROs get real-time visibility, track and traceability, and audit trails of all the material in their value chains. Organizations can then more easily meet and prove their ESG metrics and EPR compliance because they get cradle-to-cradle record of all the transactions and visibility, including the transformation of products into new materials. They also get real-time reports for EPR and ESG compliance. With BankU, organizations can prove and show the evidence
of their circularity impact to retail and consumer clients by means of a QR code produced through BenQ, which they can then place on the final product. How do I project BenQ into this CTO Accelerator program? Number one, collaboration with CTO and your partner clients for pilot projects in France. This could be, for example, with someone like L'Oréal in their recycling project with TerraCycle. Number two would be collaboration with CTO's innovation and recycling teams. This would be to implement BenQ to complement your existing systems. The existing systems are very good at tracking and tracing waste management and materials all the way to waste collection. But after waste collection onto sorting is where you lose sight of the material and have to rely on audits and declarations. You can therefore then use BenQ to close the loop to do all the tracking and tracing of the material from the sorting centers all the way through transformation, reproduction, incineration, and landfills. The value proposition we would bring would be to give you improved EPR compliance, improved environmental, social, and governance impact, and be able to show, prove, and verify your impact in the circular economy. Thank you. Sous vos applaudissements, vous nous rappelez, il est où? Sud-Afrique. Bah, non, mais c'est pas pour me le dire à l'oreille, je le sais. Oui, Afrique du Sud. Il est d'Afrique du Sud. Il est en Afrique du Sud. Veuillez l'excuser, ça ne nous aurait pas arrangé même s'il arrivait là, d'Afrique du Sud. Mais bon, ça, je voulais pas faire de blague. Allez, le deuxième lauréat ce soir, c'est Nicolas Pifto qui représente la société Berpac. Petit micro là. 2 minutes. Ça roule. Moi, c'est Nicolas de Berpac. Notre mission chez Berpac, c'est d'éliminer les emballages à usage unique dans la restauration. On connaît tous les millions d'emballages qui ont été générés pendant les confinements à cause de la livraison. Alors Berpac, c'est une application qui permet d'emprunter des contenants réutilisables, à la fois sur la vente emportée, avec un système de QR code qu'on vient scanner sur le comptoir des restaurants, et sur la livraison, où on peut directement ajouter l'option zéro déchet depuis votre plateforme préférée. Alors ensuite, on reçoit sa commande dans un contenant réutilisable qu'on peut ensuite rapporter, sale, dans n'importe quel restaurant du réseau Berpac. Les contenants sont ensuite lavés directement par les restaurants et réutilisés in situ. On a déjà convaincu plus de 320 restaurants à Paris et à Singapour, 170 restaurants à Paris, et on a aussi réussi à convaincre Deliveroo. Et ça, il faut bien comprendre que c'est historique. C'est la première fois qu'une plateforme de livraison s'engage sur le zéro déchet. C'est historique, mais il y a encore... C'est que le début. Nous, pour paraphraser un peu Bertrand Piccard, le changement de paradigme, c'est faire du jetable l'exception et du réemploi la norme. Alors, on sera dans 1000 restaurants d'ici la fin de l'année prochaine. On ouvre à Lyon dans quelques jours. Et on vient de commencer une campagne de crowdfunding, enfin on vient de la finir plutôt même, qui va nous permettre de scaler, d'améliorer l'expérience utilisateur, de recruter des dizaines de personnes dans les prochaines semaines et de changer le paradigme. Super. Merci Nicolas. Vous allez vous asseoir ici. Nicolas. Nicolas, je prends votre micro, venez vous asseoir ici. C'est une bonne nouvelle ? Hein, entre nous comme ça. Allez, je vous laisse vous asseoir sur un des fauteuils pendant qu'on appelle le troisième lauréat. Le troisième, c'est Jules Hammond de BFC. Allez-y. Même chose, 2 minutes. Hi, good evening everyone. I'm sorry I speak in English because my French is not great. We live in a digital and connected world, but the portable devices that we use are powered by miniature batteries that are complex, expensive, and unecological to collect and recycle. As a consequence, last year, an estimated 15 billion primary batteries ended up in landfill or were incinerated. For miniature batteries, it's 97%. But today, BSC provide a sustainable solution. We produce electricity with papers and enzymes. Our paper biofuel cells use enzymes to convert glucose and oxygen into electricity. Our technology is completely organic, contains no metals, no plastic, is compostable and biodegradable. Today, BFC have signed contracts with major actors in packaging, in logistics and wearable medical devices, who are looking to provide sustainable sensing solutions for products in the order of tens to hundreds of millions of units per year. And that's really why BFC are here today. We need CTO's help to understand the effect, the impact our technology could have on the recycling processes.
With CTO, we want to study the impact on the packaging, cardboard, glass recycling loops, as well as home compostability. Today we have a choice. With BFC technology, we can provide sustainable electronics to modern problems without the burden of battery technology. Together, help us power the future of nature. Thank you. Bravo. Congrats. Félicitations. À toi? À moi, ok. Alors, le 4e lauréat est aussi, malheureusement, un petit peu loin. On va l'écouter en digital. C'est Julien Bocquenet pour Coquelicot. Je suis Julien Bocquenet, le président et cofondateur de Coquelicot. Coquelicot est un fabricant d'emballages éco-responsable et personnalisable en petite série. Donc, on a tous été confrontés à la réception de colis beaucoup trop surdimensionnés par rapport aux produits qu'il contient. On reçoit un emballage trop grand, rempli de matériaux de remplissage. Et en fait, vide dans les colis représente un véritable problème pour toute la logistique du e-commerce. 30 à 45% des emballages e-commerce en Europe contiennent du vide. Et ce vide représente environ un véhicule sur 3 de livraison. Donc c'est pour dire l'ampleur du sujet. Les transporteurs et les géants du e-commerce s'y attaquent. Les transporteurs en appliquant des taxes au volume et non plus au poids comme auparavant. Et les acteurs du e-commerce en implantant des lignes de fabrication d'emballage à la demande dans leur pôle logistique. Mais tout le monde n'est pas Amazon ou Geodis. Donc il faut trouver des solutions concrètes pour tous les petits acteurs, les 200 000 e-commerçants qui expédient moins de 100 colis par mois. Et ce n'est pas parce qu'ils ont des petits besoins qu'ils ne sont pas exigeants. Ils souhaitent des emballages ciblés à leur couleur, parfaitement ajustés aux produits qu'ils expédient, le plus éco-responsable possible, tout en ayant la meilleure expérience client, le meilleur rapport qualité-prix. Actuellement, aucune des offres sur le marché européen de l'emballage n'est calibrée pour pouvoir répondre à ces exigences. Tous les clients sont obligés de faire des concessions, que ce soit en termes de coût, de minimum de commande, d'impact environnemental. Et c'est là qu'intervient Coquelicot. Nous sommes repartis d'une feuille blanche. Nous avons pris comme cahier des charges les exigences des clients et nous avons mis en face des solutions. Une solution sur la commercialisation à travers une plateforme Web2Pack développée en interne, sur laquelle le client, en toute autonomie du choix de son emballage, son paramétrage dimensionnel, sa personnalisation graphique et sa validation de commande, se fait simplement et en un temps record. Le deuxième volet, c'est un atelier de production différent du reste de l'industrie. Nous utilisons des machines numériques de découpe et d'impression qui utilisent des encres à l'eau et à pigments naturels totalement biodégradables et sans aucun danger pour l'environnement. Et comme épine dorsale qui soutient ces 2 sous-projets, il y a notre logiciel métier sur mesure qui, lui, nous permet d'optimiser la consommation d'énergie, l'utilisation de la matière première, la réduction des déchets à la source et de fluidifier la production. Donc cette triple solution nous permet d'avoir de grosses ambitions. Nous avons une ambition européenne parce que nous sommes les seuls du continent à proposer une plateforme qui marie le sur-mesure dimensionnel et la personnalisation graphique. Nous avons des minimums de commandes les plus bas du marché européen et les délais de livraison parmi les plus rapides du marché. Donc voilà, nous avons une forte ambition, nous voulons changer les choses et quoi de mieux que d'intégrer le Circular Challenge de Citeo pour faire avancer l'emballage en Europe, vu que Citeo est un des leaders européens de l'optimisation et de la gestion de l'emballage en fin de vie. Donc merci pour votre écoute et à très bientôt. Alors malheureusement... Oui, là... On fait un salut très amical à Philippe Calvet d'IDS Group qui était avec nous cet après-midi et qui a eu une urgence. Donc voilà, on le soutient très fort et on passe sa vidéo si c'est prévu en régie. Philippe Calvet, IDS. Je vais vous montrer qu'il est possible de répondre en temps réel à une question que chacun a dû au moins se poser une fois. Mais d'où vient le produit que je suis sur le point d'acheter ? Tout d'abord, il faut savoir que tout ce qui est solide ou liquide, vivant ou fabriqué par l'homme, contient des sels minéraux, le fer, le cuivre ou le calcium. IDS Group utilise cette richesse minérale naturelle présente dans toute matière pour lui donner du sens. L'origine,
authenticité, date de fabrication, respect d'un procès de transformation ou d'un label. Grâce à notre expertise en analyse, nous allons isoler un sel minéral présent dans une matière et lui associer un code unique pour qu'il devienne marqueur. La diversité minérale présente sur Terre nous permet de disposer de 10 puissance 59 codes différents. Calibrés pour être lus par notre lecteur mobile, ce sel minéral donnera une information. Oui, je pense que c'est mieux. Hein. Parce que moi qui l'ai entendu tout à l'heure en live, c'est un peu dommage de le découvrir comme ça. On vous le partagera. On lui envoie toutes nos amitiés en tout cas. Et puis, voilà, sous vos applaudissements, merci. Et nouveau lauréat, il s'agit de Frédéric Widmar pour TerraVox. Félicitations. Bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric, je suis le directeur général de TerraVox, une entreprise spécialisée dans la sensibilisation, qui sensibilise chaque année plus de 50 000 personnes au tri et à la réduction des déchets. Moi, je suis venu ici pour parler d'un gros gâchis. Comme vous le savez peut-être, en région parisienne, à peine 15% des déchets sont recyclés. Et c'est le cas dans à peu près toutes les grandes villes européennes. Pour renverser la vapeur et pour changer de paradigme, il faut qu'on mobilise tout le monde sur la collecte et sur les aspects. Mobiliser tout le monde, c'est très compliqué. Mais on peut y arriver. Moi, je voulais partager avec vous que je suis toujours hyper étonné quand je vais sur le terrain à la rencontre des habitants, de voir qu'en fait, tout le monde veut s'engager pour le climat. Chacun à sa manière, certes, mais tout le monde veut faire quelque chose. Le paradoxe, c'est que même les jeunes et les jeunes urbains, les ados, qui sur le papier ne trient pas, ce sont les chiffres, me disent qu'ils veulent faire leur part. Alors comment on peut les faire passer à l'action? Pour les faire passer à l'action, nous, on a imaginé un programme d'accompagnement au changement sur la durée qui permet de capter des non-trieurs pour les transformer en véritables héros circulaires. Des héros circulaires capables demain de trier, composter, recycler, réemployer, bricoler, bref, tous les 5 R qui sont des nouvelles compétences qu'il faut acquérir. Ce programme, il est innovant parce qu'il se base sur 3 ingrédients magiques. Le premier ingrédient, c'est de faire vivre aux gens des expériences enthousiasmantes et conviviales, avec du lien social. Le compostage de proximité, par exemple. Le deuxième ingrédient magique, c'est justement d'accompagner les gens dans la durée, de les aider à progresser. On a tous envie de découvrir des nouvelles compétences, de s'exercer. Et on est tous ravis de voir que l'on peut prendre confiance en soi en fabriquant, par exemple, une jardinière avec des emballages. Et le troisième ingrédient magique, c'est d'avoir un impact concret sur le quotidien. Beaucoup trop de sensibilisation aujourd'hui sont hors sol. Donc, beaucoup trop de sensibilisation aujourd'hui sont hors sol. L'économie circulaire ne doit pas être un slogan creux, elle doit se vivre. Et du coup, voilà, c'est le troisième ingrédient magique dans le programme. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Ça, c'est pour répondre à Monsieur de Blinière que j'ai perdu. Voilà, il n'y a pas que des applications sur des téléphones, il y a aussi de l'innovation sociale qui a voulu saluer le comité de sélection. Le prochain, c'est Clément Marty d'Unico. Félicitations Clément. Vous avez un petit décompte ici. Parfait. Bonjour à tous, Clément Marty, cofondateur d'Unico. Unico, c'est une start-up qui est née il y a un peu plus de 2 ans et demi sur les bancs de l'école d'ingénieurs, à l'origine de 3 associés. Jules est dans la salle. Et on est aujourd'hui une dizaine de collaborateurs et on a tous pour ambition de faciliter et d'optimiser la collecte des déchets pour d'une part favoriser l'émergence de nouvelles filières de revalorisation, mais aussi participer au développement des filières déjà existantes, la filière emballage en l'occurrence. Et pour appuyer cette vision, on a développé la première solution clé en main à destination des collecteurs de déchets pour permettre une gestion optimisée de leurs services. Alors concrètement, ça se matérialise autour de 2 outils. Unitech, qui est notre plateforme web à destination du gestionnaire de collecte. Il faut l'imaginer comme une boîte à outils où il va retrouver toutes les fonctionnalités liées à son service, de la planification de trajet, gestion de contenants, de la facturation jusqu'à la sensibilisation. Uninav, qui est son penchant pour les chauffeurs dans les camions, qui fait des choses classiques d'aide à la navigation, de géolocalisation, mais qui permet surtout une grosse interactivité au niveau de la plateforme, comme sur Waze, quand vous faites remonter des radars ou la police, nous on fait remonter des dépôts sauvages, des bacs cassés, ou on caractérise les performances de tri.
Et globalement, et une troisième solution qui est axée sur des solutions de sensibilisation dans une logique de partenariat avec des anciens lauréats, vous avez pu les voir affichés, ou TerraVox peut-être, si on arrive à mener ça à bien, pour développer encore ce cercle vertueux. Vous l'avez compris, nous on est dans une logique de pré-collecte et de collecte des déchets. Demain l'idée c'est d'englober toute la chaîne de valeur de l'économie circulaire, en s'intéressant à ce qui arrive en amont et puis en aval au niveau des centres de tri, pour proposer une analyse du déchet tout au long de son cycle de vie. Et on est ravis de pouvoir compter parmi les lauréats du Circular Challenge. Citeo, ils nous ont poussé depuis nos débuts, à travers les AMI d'abord, et puis maintenant dans la phase d'accélération. Donc on est ravis et puis on a hâte de voir comment on va se développer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier à la fois le Circular Challenge et Citeo parce qu'ils ont fait une organisation énorme sur cet événement. Merci beaucoup. Pour votre micro. Félicitations. Je reste. Oui, tu restes. Je partais. Non, et le 8e lauréat qui va intégrer l'accélérateur est représenté par Manuel Milieri pour Papcot. Alors, bonsoir à tous. Déjà, tout le monde ce soir rentre sur scène avec un papier. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qui est écrit dessus. Finalement, personne ne le lit. Bah, vous savez, vous allez savoir dans quelques instants. Je vais partir d'un peu plus loin. Je reprends la voix de Bertrand Piccard, que je remercie d'ailleurs pour son engagement et sa motivation, qui comment on dit ça, vous transmettez très bien, quoi. Alors, il y a 5000 ans, je crois que c'était Mésopotamie. Vous avez 2 minutes. Hein. Non, mais... Oui, c'est pas grave, on part de loin, je dis. J'ai déjà set expectations. Donc, 5000 ans, le verre, vous voyez, c'est un matériau qu'on connaît bien. Il y a 2000 ans, le papier. Bon. Le verre, ça fait longtemps, c'est lui qui a créé en fait l'emballage. L'emballage, autant que l'on connaît aujourd'hui, ça vient de ce matériel. Quand même, il n'a pas évolué beaucoup. Et le papier, du tout. Ça se fait exactement de la même façon qu'on le faisait il y a 1500 ans en Europe et il y a 2000 ans en Chine. Et bien ce soir, je suis là pour vous présenter avec Papcot une combinaison de ces deux matériaux. Ça, c'est la première fois qu'on présente en public un nouveau matériau qui a une combinaison de verre et de papier complètement recyclable, complètement biodégradable, sans plastique, sans fluor, sans rien. En fait, ça, c'est du pur papier qui est convaincu d'être du plastique. Et donc, ça se comporte comme du plastique. Et vous me demandez, ça sert à quoi? On en fait quoi? Ben, on fait des emballages. On fait des emballages, c'est un peu le sujet de ce soir, d'ailleurs. Mais c'est du concret. Parce que ça, c'est un emballage qui va sortir en 2022. Je crois que vous connaissez une marque. C'est une glace au chocolat sur stick. Voilà. C'est ça. Mais tous les surgelés que vous pouvez voir dans un supermarché, on va les faire avec ce papier, le J1. Eh bien, félicitations. Et si je peux dire un mot à Georgina, je ne sais plus où elle est, je ne vois pas parce qu'il y a des... OK. Ben, ça, la même techno, le même papier, un peu plus épais, on peut l'employer pour les gobelets ou pour tout ce qui est jetable. Donc, ils sont forts, ils sont bons. Alors, tous les business, malheureusement, je vous raccompagne juste à côté de vos petits camarades. Merci beaucoup. Oui, c'est eux qui vont venir. D'accord. Bah alors, je vais leur demander de nous rejoindre. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous coupe un petit peu par souci d'équité. Messieurs, je vais vous demander de nous rejoindre. D'abord pour vous féliciter, Cécile, venez à côté de moi. Je me donne beaucoup de mal pour vous voyez depuis le début de la soirée. On est ravis de vous présenter. Vous êtes 5 parmi 8. Ce qu'on voulait dire, et je vais laisser Cécile le dire, c'est parler aux 4 autres. Oui, on va parler aux 4 autres. On est vraiment super contents, évidemment, d'avoir les lauréats sur scène. On n'oublie pas les finalistes, c'est clair. Chez Citeo, on s'engage dans la durée. Et on est un collectif. Donc, on va travailler tous ensemble. Voilà. Petit mot de la fin, peut-être ? Petit mot de la fin. Ah oui, c'est parti. J'y vais. Je voudrais remercier, évidemment, les membres du comité de sélection finale qui ont vraiment beaucoup travaillé. J'aimerais bien que ceux qui ont pu rester là ce soir nous rejoignent sur scène. Je voudrais aussi remercier tous les speakers. S'il vous plaît, montez sur scène aussi avec nous. Antoine, s'il te plaît, Jean, Gonzague, Marjorie, Bertrand.
Voilà, montez tous avec nous. Et j'ai un merci tout spécial pour l'équipe innovation de Citeo qui a juste été géante. Anne-Sophie, Marine, Anne-Lucie, Fanette, Carmen, Foucault. Pour moi, c'est super important. On est un sport collectif, on est tous ensemble. Merci Georgina, merci le Kojo, Santiago, voilà. Merci Cécile. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et votre jolie écoute. On va faire une photo finale. Nous n'aurons pas le cocktail que nous attendions depuis 1 an. Eh bien, Citeo nous l'organisera prochainement. On vous souhaite une très belle soirée. On vous remercie infiniment d'avoir passé ces 2 heures avec nous, d'avoir bravé toute cette période incertaine. Félicitations Cécile, à toi et à tes équipes. Merci beaucoup. Merci. Et à l'année prochaine. Bye bye. À l'année prochaine. Regroupez pour la photo. Regroupez.